La poussière dansait dans les rayons dorés du soleil lorsque Margaret poussa la porte grinçante de la vieille ferme. Elle ne portait qu'un simple sac de voyage, tout ce qui lui restait d'une vie autrefois remplie. Après 3 années passées à dormir dans sa voiture, le métal froid de la clé dans sa paume lui semblait étranger, presque sacré. Ce petit morceau de fer représentait bien plus qu'un droit de propriété, c'était une responsabilité, un fardeau et peut-être une seconde chance. Le billet de tombola, acheté pour 5 $ en pièces ramassées au fond du cendrier de sa Civic, avait été son dernier acte d'espoir. Et pourtant, la voilà debout dans l'entrée, figée, le souffle suspendu. Devant elle, des meubles recouverts de drap jauni, des cadres toujours accrochés au mur. Une table dressée pour un repas interrompu depuis des décennies. Tout semblait arrêté en plein geste, comme si une famille entière s'était volatilisée un mardi ordinaire, laissant derrière elle les traces intactes d'une vie brisée nette. Elle resta immobile un long moment, cherchant à comprendre ce qui pouvait pousser des gens à fuir sans rien emporter. Mais ses pensées dérivèrent vers la route parcourue pour en arriver là. Dans son rétroviseur, la ligne d'horizon de Chicago brillait encore, lointaine et trompeuse, comme un mirage. Pour la dernière fois, Margaret avait regardé cette ville qui lui avait promis le monde avant de tout lui arracher. Ses doigts s'étaient crispés sur le volant de sa Honda Civic, sa maison, son refuge, son tombeau roulant. 5 ans plus tôt, elle traversait avec assurance les portes vitrées d'Anderson Financial, diplôme d'expertise comptable flambant neuf et confiance naïve en l'avenir. Fille unique d'une mère célibataire du South Side. Elle avait cru que le travail suffirait à la délivrer de la précarité. À 30 ans, elle avait tout, le bureau d'angle, le condo en centre-ville, un mari avocat tout aussi absorbé par ses ambitions. Puis, la chute s'était amorcée, lente mais inéluctable. Le divorce, d'abord. Puis le verdict sans appel, cancer du pancréas, stade 4. 6 mois plus tard, sa mère s'éteignait. Et avec elle s'envolaient les économies de toute une vie. Quand la récession frappa, Margaret perdit son emploi, puis son logement. Elle passa des entretiens de plus en plus désespérés. Vêtue du même tailleur noir lavé à la main dans les lavabos publics, priant pour qu'on ne remarque pas l'odeur persistante de moquette et d'essence. Un matin, dans le petit dîner au bord de la Nationale, Doris, la serveuse au franc-parler, posa une assiette d'œufs devant elle. « Tu sens encore le siège de voiture » grommela-t-elle. « T'as encore dormi dans ta Civic, pas vrai ?» Margaret ne répondit pas. Elle porta la tasse de café à ses lèvres, ses doigts tachés d'huile serrant la porcelaine chaude. 3 ans à vivre ainsi lui avaient appris comment survivre avec presque rien, 5 $ pour 3 jours de nourriture, une douche discrète au 1K, et un emplacement différent chaque nuit pour éviter les policiers trop curieux. « Je ne te juge pas. » reprit Doris en essuyant le comptoir. « La moitié du bourg est à un salaire de finir comme toi. C'est pour ça qu'ils font cette tombola, tu sais. »« Quelle tombola ?» demanda Margaret en relevant la tête. Doris désigna une affiche scotchée à la vitre, « Maisons abandonnées à rafraîchir 5 $ le ticket. Le gagnant obtient le titre de propriété. » Margaret sentit une impulsion folle traverser sa poitrine. Elle sortit de sa poche son dernier billet froissé et l'argent de son dîner. « Quel est le piège ?»« Pas de piège, juste de vieilles ruines, » répondit Doris. L'une d'elles, la ferme Callaway, est vide depuis 1978. Les gens d'ici préfèrent ne pas y mettre les pieds. Et pourquoi donc? Disons que certains endroits gardent la mémoire de ce qu'ils ont vu. 2 semaines plus tard, la salle municipale était pleine à craquer. Margaret se tenait à l'arrière, sans y croire vraiment, lorsque le maire Ellis tira un petit papier d'un bocal et lut d'une voix monotone. Margaret Parker. Un murmure parcourut la foule. Des regards s'échangèrent, entre pitié et appréhension. Le shérif Wade secoua imperceptiblement la tête. « Félicitations, » dit le maire sans sourire. « La ferme Callaway est à vous. » Margaret s'avança pour prendre l'enveloppe. À l'autre bout de la salle, Doris la regardait avec un mélange d'orgueil et d'inquiétude. Au moment où la foule se dispersait, une vieille femme s'approcha d'elle, ses yeux vifs brillant sous la lumière crue. « Ne mettez pas les pieds là-bas après la tombée du jour, » murmura-t-elle. « Pardon ? Je m'appelle Martha Winters, je suis l'historienne du village.
Cette maison a une histoire, et l'histoire aime se rappeler à nous, surtout quand on la croit oubliée. Margaret serra l'enveloppe contre elle. À l'intérieur, les clés, le titre de propriété, les anciens registres fonciers. Pour la première fois depuis des années, quelque chose lui appartenait vraiment. Ni prêté, ni partagé avec les ratons. Laveur de sa voiture. Alors qu'elle sortait sur les marches de la mairie, elle sentit les regards peser sur elle. Ce n'était pas de la simple méfiance envers une étrangère, c'était une peur. Contenu, un avertissement tacite. Mais qu'importe. Après des années à n'avoir que le volant de sa Civic pour s'accrocher à la vie, elle avait désormais un toit, un sol, un bout de terre à elle. Quelles que soient les ombres que la ferme Callaway abritait, elle ne pouvait être plus cruelle que la lente agonie de la dignité qu'elle avait vécue. Elle mit le contact. Le moteur toussa avant de ronronner. Sur le siège passager, la clé de la ferme brillait faiblement dans la lumière du soir. Un nouveau départ. Ou peut-être, pensait-elle sans savoir pourquoi, un retour. Le panneau Millfield apparut au détour de la route. La ville semblait figée dans une autre époque, vitrine condamnée, enseigne délavée, rue déserte. Jadis, le moulin à bois faisait vivre 300 familles. 8 ans après sa fermeture, il ne restait que des façades craquelées et le silence obstiné des survivants. Margaret gara sa voiture devant la quincaillerie, l'un des rares commerces encore ouverts. Une clochette tinta lorsqu'elle poussa la porte. « Je peux vous aider ?» demanda l'homme derrière le comptoir, au visage tanné par les années de travail manuel. Son badge indiquait « Tom Jenkins ». « Oui, je viens d'emménager à la ferme Callaway. Il me faudrait du matériel de nettoyage, des ampoules, peut-être quelques outils. » Les mains de Tom s'immobilisèrent sur le registre qui annotait. « Ah, c'est donc vous, la gagnante. »« C'est un problème ?» demanda-t-elle, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Il secoua lentement la tête. « Pas de problème. Juste surpris que quelqu'un veuille encore de cet endroit. » Il quitta le comptoir, rassembla des balais, des gants, des seaux. Pendant qu'il préparait le nécessaire, Margaret observa les murs couverts de photographies anciennes. Millfield à son apogée, des enfants riant devant une école, des ouvriers posant fièrement devant des piles de bois. « Mon père a pris ces clichés », dit Tom en remarquant son regard. Il connaissait bien les Callaway. Thomas Callaway venait souvent ici avant qu'il ne disparaisse. Le mot resta suspendu dans l'air. Disparaisse. Margaret sentit un frisson remonter le long de sa nuque. Elle se pencha sur le comptoir. Disparaître comment? Tom haussa les épaules, sans la regarder. Personne ne sait. Un matin, plus de Callaway. Les assiettes encore sur la table. Les draps tirés sur les lits. Les rumeurs ont tout raconté, fuite, meurtre, malédiction. Vous savez comment sont les petites villes. Margaret serra la poignée de son sac. Et vous? Qu'en pensez-vous? Moi, dit-il en levant enfin les yeux vers elle. Je pense que certaines histoires dorment mieux qu'on ne les réveille. En quittant la boutique, Margaret sentit le vent soulever les feuilles sèches le long du trottoir. Au loin, les champs d'herbe haute s'étendaient jusqu'à l'horizon, traversés par la silhouette solitaire de la ferme. Les nuages bas semblaient s'y accrocher. Comme à une blessure ancienne. La clé froide entre ses doigts, elle inspira profondément. Eh bien, Callaway Farm, murmura-t-elle, voyons ce que tu caches. Et tandis qu'elle s'avançait sur le chemin. Envahie de ronces, elle ne vit pas, derrière la fenêtre du dernier commerce ouvert, la silhouette de Tom Jenkins qui la suivait du regard ni le rideau d'une maison voisine qui frémissait à peine. Comme si le passé, lui aussi, retenait son souffle. Margaret fixa Tom avec une curiosité mêlée d'inquiétude. « Que leur est-il arrivé ?» demanda-t-elle. Le vieil homme haussa les épaules. Mais son geste manquait de naturel. Personne ne le sait vraiment. Un soir, ils ont simplement disparu. Comme ça. Sans laisser de traces. Ils ont tout laissé derrière eux. Une drôle d'histoire. La cloche de la porte tinta à nouveau. Le shérif Wade entra, sa silhouette massive découpée dans la lumière du jour. Il salua brièvement Tom d'un signe de tête avant de se tourner vers Margaret. « Mademoiselle Parker. Vous vous installez ? Je fais juste quelques courses, répondit-elle. Je passerai dans ce secteur ce soir,
reprit-il d'un ton neutre. Ce domaine est resté vacant longtemps. Il pourrait y avoir des problèmes de structure, ou des bêtes sauvages. Vous devriez dormir au motel jusqu'à être sûr que tout est en ordre. Margaret esquissa un sourire, reconnaissante mais ferme. J'apprécie votre inquiétude, shérif, mais j'ai vécu dans ma voiture pendant 3 ans. Alors oui, je m'installe aujourd'hui. Les lèvres du shérif se crispèrent. C'est votre choix. Mais évitez de fouiller le terrain. Fouiller ? Répéta-t-elle. Une expression, répondit-il aussitôt, un peu trop vite. Laissez simplement les choses comme elles sont. Lorsqu'il quitta la boutique, Tom ajouta silencieusement une lampe torche puissante sur le comptoir. C'est pour vous, dit-il d'une voix grave. Le courant est capricieux là-bas. Au petit dîner d'en face, Margaret commanda un café. Les conversations se turent à son entrée, puis reprirent, feutrées, derrière les tasses et les regards furtifs. Elle sentit leur curiosité la frôler comme une brise froide. Une serveuse aux cheveux grisonnants, Doris, s'approcha et s'assit en face d'elle, remplissant sa tasse sans demander. Ne les écoutez pas, dit-elle avec un sourire compatissant. Les nouvelles têtes, ici, c'est un événement. Surtout quand elles s'installent dans une ferme, hantée. Margaret releva un sourcil. Hantée ? Vous voulez dire ça sérieusement ? Le sourire de Doris vacilla. Pas hantée. Disons, marquée par une histoire compliquée. Tout le monde semble savoir quelque chose que je ne sais pas, murmura Margaret. Mais personne ne me le dit. À ce moment, la porte du dîner s'ouvrit. Une vieille femme, soutenue par une canne, entra. Margaret la reconnut, c'était Martha Winters, celle qui avait dirigé le tirage au sort de la maison. Martha la repéra. Aussitôt et s'approcha, sa canne claquant sur le linot. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle, tout en s'installant sans attendre la réponse. « J'imagine que vous avez des questions. » Une douzaine au moins, répondit Margaret. Martha hocha lentement la tête. Le conseil municipal était partagé sur le fait d'inclure la propriété Callaway dans la loterie. Certains pensaient qu'il valait mieux la démolir. D'autres jugeaient cela irrespectueux, vu ce qui s'y est passé. Margaret fronça les sourcils. Et qu'est-ce qui s'y est passé, exactement ? Martha échangea un regard avec Doris avant de répondre. Personne ne sait avec certitude. La famille Callaway et Thomas, Eleanor et leurs enfants a disparu du jour au lendemain. Pas de corps, pas de signe de lutte. Et pourtant, tout laissait croire qu'ils n'avaient pas prévu de partir. Cela remonte à 40 ans, n'est-ce pas ? Demanda Margaret. Pourquoi les gens s'en soucient encore ? Martha sourit tristement. Les petites villes ont la mémoire longue. Et elles n'aiment pas les mystères. Ça les met mal à l'aise. Ou peut-être, suggéra Margaret, qu'elles n'aiment pas être rappelées à l'idée que des familles ordinaires peuvent disparaître sans raison. Martha la dévisagea, intriguée. Peut-être bien. En tout cas, cette maison vous appartient maintenant. Mais préparez-vous, vous pourriez y trouver des choses, laissées derrière. Des choses qui susciteront plus de questions que de réponses. Quand Margaret quitta le dîner, elle sentit les regards dans son dos. Certains curieux. D'autres inquiets, quelques-uns franchement hostiles. Ce qui s'était produit à la ferme Callaway avait laissé une cicatrice dans l'âme de Millfield, une plaie que 40 ans n'avaient pas refermée. Et maintenant, c'était elle qui marchait droit dedans. L'après-midi touchait à sa fin lorsque Margaret gara sa voiture devant la vieille bâtisse. Le soleil bas projetait des ombres allongées sur la cour envahie d'herbes folles. La maison, massive et silencieuse, semblait l'observer, figée comme un veilleur patient. En 3 allers-retours, elle transporta ses affaires, produits d'entretien, lanterne à piles, bouteilles d'eau, sacs de couchage. Elle établit son campement dans le salon, sur un plancher couvert de poussière. Puis elle s'attaqua méthodiquement à la cuisine. 3 années passées à survivre sur la route lui avaient appris à hiérarchiser les priorités. Eau propre, espace sûr pour dormir, endroit où préparer un repas. Chaque coup de chiffon soulevait une brume grise de décennies accumulées. Et plus elle nettoyait, plus elle sentait une étrange impression d'intrusion. Ce lieu n'était pas une simple maison. Vide.
C'était un instant suspendu, figé au moment précis où la vie s'était arrêtée. Dans l'évier reposaient encore des assiettes. Sur une tasse, une trace de rouge à lèvres. Dans un bol d'enfant, sous la poussière, on devinait un dessin animé effacé. Elle ouvrit le réfrigérateur, hors service depuis longtemps. À l'intérieur, des bocaux maçonnent alignés comme des témoins muets. Haricots verts. Été 77. L'écriture à moitié effacée lui serra le cœur. Son regard tomba alors sur le calendrier accroché près de la porte. Mai 1978. Chaque jour soigneusement rayé jusqu'au 12, entouré d'un cercle. Rouge, rendez-vous dentiste Sarah. Plus rien après. Tout s'était arrêté net, comme si le temps lui-même avait été coupé en plein souffle. Lorsque le soleil disparut, Margaret alluma sa lanterne. Dans la salle à manger, la table était toujours dressée, 4 assiettes, les couverts noircis par le temps, un plat de service où subsistait, pétrifié. Une masse grisâtre, peut-être des pommes de terre réduites en pierre. À l'étage, 3 chambres. Celle des parents d'abord, un grand lit recouvert de draps fleuris, des lunettes de lecture sur la table de nuit, un roman policier ouvert à la moitié. La seconde, celle d'un adolescent, poster de groupe de rock, maquette d'avion suspendue au plafond, tiroir entrouvert laissant déborder des vêtements froissés. La troisième chambre la figea sur place. Des murs roses. Un lit à baldaquin couvert d'une couette à licorne délavée. Des étagères de poupées dont les yeux de verre semblaient la suivre. Sur la table de chevet, un petit journal intime fermé par un verrou en laiton, la clé absente. Redescendue, Margaret balaya un coin du salon pour y étendre son sac de couchage. La nuit tomba complètement, enveloppant la ferme dans une obscurité dense. La maison soupirait, craquait, respirait presque. Le silence, après des années passées à dormir dans le bruit constant des rues, était presque assourdissant. Plus de moteurs, plus de voix, plus de sirènes. Juste le battement de son cœur et le chuchotement du vent contre les vitres. Elle aurait dû sombrer dans le sommeil. Mais ses paupières refusaient de se fermer. Il y avait dans l'air quelque chose d'indéfinissable, comme une mémoire suspendue, un souffle emprisonné dans les murs. Allongée, les yeux fixés au plafond, Margaret se demanda ce que cela faisait de tout quitter ou pire, de ne pas en avoir le choix. Un bruit métallique la fit sursauter. Un raclement venu de la cuisine, comme le frottement d'une cuillère sur une assiette. Elle se redressa d'un bond, attrapa sa lampe torche. « Il y a quelqu'un » lança-t-elle d'une voix trop forte. Aussitôt désolée d'avoir parlé. Silence. Puis un autre bruit, plus doux, un tude étouffé à l'étage, comme un pas, ou un tiroir qu'on referme. Son instinct lui criait de fuir. Mais autre chose plus fort, plus viscéral la poussait à avancer. Cette maison représentait sa seule chance, son unique point de départ après des années d'errance. Elle ne reculerait pas. Les marches gémirent sous son poids. Le faisceau tremblant de sa lampe fendait l'obscurité. Le couloir s'étirait devant elle, long et étroit. Les portes des chambres étaient maintenant fermées. Pourtant, elle se souvenait distinctement les avoir laissées ouvertes. Un courant d'air glacial lui effleura la nuque, porteur d'une odeur de terre et de quelque chose d'autre, plus métallique, plus âpre. Margaret approcha d'eux. La chambre rose. Son pouls battait si fort qu'elle en percevait les pulsations dans ses tempes. Avant même qu'elle ne touche la poignée, la porte s'ouvrit d'elle-même, lentement, en grinçant. Tout semblait identique sauf la fenêtre, grande ouverte, ses rideaux gonflés par le vent nocturne. Margaret s'approcha, la referma d'un geste brusque, enclencha le verrou. Probablement mal fermé, murmura-t-elle. Vieille charnière, vieille maison. Mais au moment où elle se retourna, son faisceau de lumière s'arrêta sur quelque chose au sol. Une empreinte. Petite, nette. Dessinée dans la poussière. Trop petite pour un adulte. Et bien trop récente pour dater de 40 ans. Le souffle coupé, Margaret recula lentement, referma la porte sans la quitter des yeux. Puis redescendit, chaque marche résonnant comme un écho sourd dans la maison silencieuse. Elle regagna son sac de couchage, la lampe toujours serrée entre ses doigts. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Et dans le silence vibrant de la ferme Callaway,
il lui sembla entendre ou imaginer un léger pas d'enfant courant juste au-dessus d'elle, là où la poussière venait tout juste d'être dérangée. La lumière du matin. Une pâle lueur filtrait à travers les rideaux poussiéreux, tissant des rubans d'or et de rose sur les planches usées du plancher. Margaret dormait enfin. La lampe de poche encore serrée dans sa main, son seul rempart contre la nuit, une nuit où chaque craquement semblait respirer, chaque ombre paraissait observer. Quand le jour se leva sur la ferme. Des Callaway, la brume se leva aussi, comme un voile hésitant entre rêve et réalité. Elle ouvrit les yeux, désorientée. Pendant un instant, elle crut être encore dans sa voiture, cette capsule de survie où elle avait passé 3 longues années. Mais le plafond inconnu au-dessus d'elle, craquelé par le temps, la ramena à la vérité, elle était enfin sous un toit. Les souvenirs de la nuit, les bruits, les sensations, cette impression glaciale de ne pas être seule perdait un peu de leur emprise sous la lumière du matin. Les vieilles maisons, se dit-elle, avaient leur propre langage. Le vent pouvait faire chanter les vitres, les poutres pouvaient gémir comme des âmes, et la poussière elle-même pouvait jouer des tours aux yeux fatigués. Quant à l'empreinte qu'elle croyait avoir vue, sans doute une illusion. Après des années d'errance, peut-être que son esprit cherchait des mystères plus captivants que la simple question de son prochain repas. Exploration. Elle avala un petit déjeuner improvisé, 2 barres de céréales et une bouteille d'eau tiède puis décida d'explorer les limites de sa nouvelle propriété. D'après l'acte de vente, la ferme Callaway s'étendait sur près de 40 acres. Une bonne partie avait été reprise par la forêt, mais un sentier envahi de ronces serpentait derrière la maison. Margaret le suivit. Jusqu'à ce qu'il s'ouvre sur un vaste champ de hautes herbes, noyé dans la lumière douce du matin. Au loin, elle distingua la silhouette d'une autre ferme, son plus proche voisin, sans doute. Entre les deux propriétés, un vieux fil barbelé rouillé pendait de poteaux déformés par les années. Elle suivit la clôture, caressant du regard les traces du passé, jusqu'à ce qu'un détail l'arrête. Net, un vieux chêne poussait directement sur la ligne de démarcation, et dans son tronc, presque avalé par le bois, se trouvait une paire de pinces rouillées. Il les a laissées là exprès. Lança une voix derrière la clôture. Margaret sursauta. Un vieil homme se tenait de l'autre côté, appuyé sur un bâton de marche, le visage tanné par le soleil, à moitié caché sous un chapeau de paille. Thomas Callaway, dit-il, a planté ses pinces après que je l'ai accusé d'avoir déplacé la clôture. Il m'a prévenu que si je touchais encore à son fil, la prochaine chose qu'il couperait ne serait pas du métal. Vous devez être Gerald Murphy, répondit Margaret, se souvenant de la mention de son nom au magasin général. Le vieil homme hocha la tête lentement. Et vous? Vous êtes la citadine qui a gagné sa maison à cette loterie insensée. Margaret Parker, n'est-ce pas? Vous auriez dû rester en ville, mademoiselle. Cette terre a déjà assez souffert. Le voisin. Margaret s'approcha de la clôture. Vous connaissiez les Callaway? Gérald la regarda longuement de ses yeux d'un bleu pâle, usé par trop de saisons. 40 ans qu'on me pose cette question. Le shérif, les journalistes, les curieux. Et maintenant vous. Il tourna les talons, puis s'arrêta. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un vrai repas. Le café est chaud, si vous voulez entendre l'histoire d'un vieil homme. 20 minutes plus tard, Margaret se retrouvait assise à la table de cuisine de Gerald Murphy. Le lieu respirait la propreté et la discipline. Rien de superflu, juste le nécessaire, entretenu avec un soin presque religieux. Par la fenêtre, elle apercevait sa propre ferme, perdue dans la distance et le silence. Gérald suivit son regard. Voilà 40 ans que j'observe cette maison. J'attendais que les lumières se rallument. Qu'est-il arrivé à la famille? Demanda Margaret. Le vieil homme poussa un soupir, s'adossa à sa chaise. Thomas Callaway était un homme fier, trop fier. Nous étions voisins depuis 15 ans. Au début, tout allait bien. Puis il y a eu la sécheresse de 77. Le différend. Sur l'eau? Tom Jenkins m'en a parlé, dit Margaret. Gérald eut un sourire amer. On en parle encore, hein? Oui, il y avait une source qui alimentait nos 2 terres. Quand le débit a commencé à faiblir, Thomas a construit un barrage pour détourner l'eau vers ses champs. La moitié de mon maïs a crevé cette année-là. Cela a dû créer des tensions.
Oh, nous avons eu des mots, admit-il. Des mots durs. Mais je n'ai jamais fait de mal à sa famille, si c'est ce que vous imaginez. Ce n'est pas ce que je dis, répondit Margaret calmement. Peut-être pas. Mais tout le monde y a pensé. Même s'ils ne l'ont jamais dit. C'est facile d'accuser le voisin en colère. Il se tut un moment, puis reprit d'une voix plus basse. Une semaine après leur disparition, j'ai retrouvé le camion de Thomas à la gare routière de Rockford. Les clés encore sur le contact. Margaret pencha la tête. Vous pensez qu'ils ont fui? Je pense, répondit Gérald lentement, que Thomas a découvert quelque chose sur cette terre. Quelque chose qui l'a changé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le dernier mois avant qu'il disparaisse, je voyais des lumières dans les champs, tard dans la nuit. J'entendais des machines tourner, mais il n'a plus jamais mis les pieds en ville. Puis un jour, plus rien. Silence total. Il se leva brusquement, posant sa tasse vide sur l'évier. Quoi qu'il ait trouvé là-bas, cela a déjà coûté trop de vie. Si vous êtes sage, vendez cette terre au comté et repartez d'où vous venez. Margaret quitta la ferme de Gérald le cœur lourd. Le vent agitait les herbes autour d'elle comme une mère en colère. Le vieil homme en savait plus qu'il ne voulait le dire, elle en était certaine. Il avait dit qu'il attendait depuis 40 ans que les lumières se rallument. Mais attendait-il seulement cela? Les archives. Le bureau municipal de Millfield occupait un vieux bâtiment de briques, jadis une école. À l'intérieur, l'air sentait le papier jauni et la cire d'ameublement. Margaret s'avança jusqu'au comptoir où une femme d'une cinquantaine d'années classait des dossiers. J'aimerais consulter les archives. Concernant la ferme Callaway, dit-elle. Je suis la nouvelle propriétaire. La femme leva les yeux, la reconnaissant aussitôt. La gagnante du tirage, bien sûr. Je m'appelle Clara Barnes. Attendez. Je vais voir ce que j'ai. Elle disparut quelques instants dans une arrière-salle et revint avec une boîte en carton recouverte de poussière. Les registres remontent à 1910, quand les terres ont été divisées pour la première fois. Les Callaway ont acheté leur parcelle en 1963. Margaret passa la matinée à examiner les titres de propriété, les évaluations fiscales, les factures d'électricité. Tout racontait l'histoire banale d'une ferme transmise de main en main, jusqu'à ce que Thomas Callaway en devienne propriétaire. Puis, en 1980, le comté en avait pris possession, aucun héritier ne s'était manifesté après la disparition de la famille. Rien ici n'explique ce qui leur est arrivé, dit Margaret finalement. Clara baissa la voix. Pour ça, il faut aller au journal. Martha Winters garde les archives du Millfield Courrier. La vérité enfouie. Le bureau du journal se trouvait 2 rues plus loin, dans une vitrine dont les lettres délavées semblaient lutter contre la saleté des années, Millfield Courrier. Une clochette tinta quand Margaret poussa la porte. Derrière un bureau encombré d'un vieil ordinateur. Une femme leva les yeux. Je me demandais quand vous alliez venir, dit-elle. J'ai besoin de tout ce que vous avez sur les Callaway. Pas les rumeurs, la vérité. Martha Winters s'acquiesça sans surprise et l'invita à la suivre dans une arrière-salle pleine de classeurs métalliques. Mon père était rédacteur avant moi, et son père avant lui. Nous gardons chaque numéro depuis 1902. Elle tira un tiroir marqué 1978 et sortit un dossier. Le 15 mai 1978, 3 jours après leur disparition. Le titre du journal, en lettres épaisses, frappa Margaret comme un coup de froid. Une famille locale disparaît sans laisser de traces. Sous le titre, une photo en noir et blanc, Thomas et Eleanor Callaway, debout derrière leurs enfants James, un adolescent maigre au regard grave, et Sarah, une fillette souriante, une dent manquante. L'enquête a duré tout l'été, expliqua Martha en sortant d'autres coupures. À l'automne, on en parlait à peine. Et à l'hiver. Plus personne n'osait évoquer leur nom à voix haute. Pourtant, tout le monde y pensait encore. Margaret parcourut les articles, témoignages contradictoires, recherches infructueuses, théories folles. Certains parlaient d'un départ volontaire, d'autres d'un crime. Mais nulle part, pas une seule ligne n'expliquait pourquoi un homme, une femme et 2 enfants s'étaient volatilisés sans un mot, sans une trace. Elle referma le dossier lentement. Dans son esprit,
les mots de Gérald résonnaient encore. Quoi qu'il ait trouvé sur cette terre, ça a déjà pris assez de vie. Margaret sentit un frisson lui parcourir la nuque. Dehors, la lumière déclinait. Et au loin, derrière la vitre sale du courrier, elle crut voir ou imaginer une faible lueur clignoter dans une fenêtre de la maison Callaway. Une lumière revenue à la vie. Le shérif en fonction à l'époque, un homme nommé Robert Winters, avait dirigé une enquête d'une rigueur exemplaire sur toute la propriété et les bois environnants. Pendant des semaines, il avait fouillé chaque recoin, interrogeant les voisins, les employés de la ferme, les commerçants des alentours. Mais rien. Pas une trace de sang. Aucun signe de lutte. Aucune preuve d'un acte criminel. La seule piste tangible fut le camion de Thomas Callaway, retrouvé abandonné à la gare routière, 20 miles plus loin. Pourtant, aucun billet n'avait été acheté à leur nom. Winters, dit Margaret pensivement. Un lien de parenté? Mon père, répondit Martha d'une voix basse. Elle garda le silence un moment avant d'ajouter. Cette affaire l'a dévoré. Il était convaincu qu'il s'était passé quelque chose d'horrible, mais il n'a jamais pu le prouver. Et que soupçonnait-il? Demanda Margaret. Martha hésita, son regard se perdant dans le vide. Il avait plusieurs théories. Au début, il croyait que Gerald Murphy était impliqué, à cause des querelles qu'il avait eues avec Thomas. Mais Gerald possédait un alibi solide pour la nuit de la disparition. Et le camion retrouvé à la gare laissait croire qu'ils étaient partis volontairement. Mais ton père n'y croyait pas. Non, répondit-elle simplement. Elle sortit alors d'une pochette un vieux journal jauni. L'article datait du 10 octobre 1978, la dernière publication du courrier à propos de l'affaire. Le titre en lettres noires annonçait. Le mystère des Callaway demeure irrésolu. À côté, une photographie montrait le shérif Winters devant la ferme, les traits tirés, le regard hanté. Il n'a jamais cessé d'enquêter, même après sa retraite, dit Martha avec une pointe de fierté triste. Il retournait là-bas, seul, marchait dans les champs, examinait les clôtures. Persuadé qu'il finirait par trouver ce qu'il avait manqué. La veille de sa mort, il y a 15 ans, il m'a dit qu'il s'était trompé depuis le début. Que ce qui était arrivé au Callaway dépassait tout ce que nous pouvions comprendre. Et que voulait-il dire par là? Demanda Margaret. Je ne sais pas. Il est mort dans son sommeil cette nuit-là. Un silence s'installa. Margaret rassembla les articles, en fit des photocopies, puis se leva pour partir. Mon père gardait un dossier personnel à la maison, ajouta Martha avant qu'elle ne franchisse la porte. Ses notes, ses hypothèses, des preuves que le département refusait d'inclure dans l'enquête officielle. Après sa mort, j'ai tout mis dans un entrepôt. Si vous pensez que cela peut aider, je peux essayer de le retrouver. Pourquoi feriez-vous cela? Demanda Margaret. Le regard de Martha se fit grave et droit. Parce que mon père était un homme juste. Et jusqu'à son dernier souffle, il a cru que les Callaway méritaient justice. Peut-être que vous êtes ici pour la leur rendre enfin. Margaret sortit dans la lumière dorée de l'après-midi, les copies serrées contre elle. Le papier semblait lourd, chargé de décennies de silence. 4 personnes. Une famille entière disparue sans laisser de traces. Un dîner resté sur la table. Des vêtements encore dans les placards. Des vies suspendues dans un instant figé depuis 40 ans. Et, pour une raison qu'elle ne pouvait s'expliquer, Margaret ressentait désormais une urgence viscérale à comprendre ce qui leur était arrivé. Comme si leur destin, séparé par le temps, était étrangement lié. 2 jours plus tard, elle revint à la ferme. Le soleil d'automne filtrait à travers les nuages, jetant sur la maison une lumière pâle et presque bienveillante. Elle se tenait au centre du salon, entourée de seaux, de chiffons et de sacs poubelles. Elle s'était donné une mission, rendre vie à ce lieu. Ce qu'elle ne pouvait changer du passé, elle pouvait du moins sauver du présent, arracher la maison à la lente décomposition, à l'abandon qui l'avait étouffée. Elle commença par ouvrir toutes les fenêtres. L'air frais s'engouffra, dissipant peu à peu l'odeur rance de moisissure et de solitude. Des particules de poussière dansaient dans les rayons de soleil. Comme des spectres lumineux, presque beaux dans leur fragilité. Margaret souleva les draps jaunis qui recouvraient les meubles, sous la crasse, le chêne massif brillait encore, patiné par le temps.
Le vieux buffet semblait attendre qu'on y dépose à nouveau des assiettes, et la grande table de la salle à manger, nettoyée de ses débris, reflétait un éclat de vie oublié. Le canapé. Après avoir été battu jusqu'à soulever un nuage gris, se révéla étonnamment confortable. En travaillant, Margaret sentait la présence de ceux qui avaient vécu ici. Eleanor Callaway, sans doute, avait cousu ses rideaux à la main des tissus désormais fanés que Margaret décrocha avec soin pour les laver. Thomas, le père, avait laissé dans la grange un atelier méthodiquement organisé. Des outils bien entretenus, suspendus à des clous, chacun à sa place. James, leur fils adolescent, avait aligné sur sa commode des trophées de baseball ternis par le temps. Et Sarah, la plus jeune, avait disposé sur le rebord de sa fenêtre une collection de pierres polies, classées par couleur un petit arc-en-ciel pétrifié. La cuisine fut le plus grand défi. Les années de négligence avaient fait éclater un tuyau, provoquant des gonflements dans le plancher et de la moisissure sur tout un pan de mur. Margaret retira les planches abîmées une à une, révélant le bois brut du sous-plancher. C'est alors qu'elle entendit le grondement d'un moteur. Par la fenêtre, elle aperçut le vieux pick-up de Tom Jenkins s'arrêter dans l'allée, suivi de la voiture du shérif Wade. Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'un coup de main, lança Tom en descendant avec une boîte à outils. J'ai amené mon neveu Jack. Il est menuisier. Un jeune homme d'une vingtaine d'années le vala. Main depuis le siège passager, timide mais souriant. Le shérif Wade s'approcha plus lentement, son regard méthodique scrutant les environs. Je voulais juste m'assurer que tout est en ordre ici. Aucun problème? Rien que je ne puisse gérer, répondit Margaret, consciente que ses yeux examinaient chaque détail, la grange, les bois au fond, les fenêtres. Je m'occupe du plancher de la cuisine, annonça Tom en observant les dégâts. Jake jettera un œil au toit, il manque quelques bardeaux au nord. L'après-midi passa dans une atmosphère d'effort tranquille. Le bruit des marteaux, des planches déplacées, des pas sur le plancher redonnaient à la maison une forme de respiration. Margaret continuait à trier, ce qu'il fallait garder, jeter, restaurer. Dans un vieux placard, elle découvrit un tube en carton contenant des plans roulés. En les dépliant sur la table, elle découvrit des dessins à la main, des projets d'agrandissement de la maison. Un jardin d'hiver attenant à la cuisine. Une chambre principale plus spacieuse. Une salle de bain avec une baignoire sur pied, encerclée et notée d'une écriture cursive, anniversaire d'Eleanor. Tom, qui s'était approché, observa les croquis. Thomas parlait souvent d'améliorer la maison. Il avait de grands rêves pour cet endroit. Vous le connaissiez bien? Demanda Margaret. Mon père, oui, répondit Tom. Il disait que Thomas avait changé vers la fin. Devenu secret. Il ne venait plus au magasin. Et il commandait des choses étranges. Quelles choses? Du matériel de mine. Des pioches, des poutres, des lampes à huile. Rien qui ait du sens pour une ferme. Margaret nota ces mots mentalement. Du matériel de mine. Au coucher du soleil. Le plancher de la cuisine était réparé, le toit colmaté, et 3 pièces entièrement nettoyées. Le shérif Wade était reparti depuis longtemps, après avoir fait le tour de la propriété à plusieurs reprises, le regard attiré, presque malgré lui, vers l'arrière de la grange. Je peux revenir demain avec d'autres bras, proposa Tom alors qu'il se tenait sur le perron, observant le soleil se fondre dans les champs. Doris m'a dit que quelques femmes de la ville aimeraient venir aider. Margaret haussa les sourcils. Pourquoi des inconnus voudraient-elles aider à retaper une maison dont tout le monde semble avoir peur? Tom resta silencieux un moment. Puis il dit doucement. Parce que cette ville se meurt depuis que la Syrie a fermé. Les jeunes partent dès qu'ils le peuvent. Peut-être qu'en vous voyant venir ici, choisir de reconstruire ce que d'autres ont abandonné, ça leur redonne un peu d'espoir. Après leur départ, Margaret s'assit sur les marches du porche. Le crépuscule tombait lentement sur les champs. Les insectes chantaient dans les herbes hautes, et un vent tiède passait entre les arbres. Elle pensa à tout ce qui avait changé en si peu de jours. Il y a une semaine encore, elle n'était personne. Une femme sans abri, survivant d'un jour à l'autre. Désormais, elle avait une mission, un lieu, un sens. Un projet capable de la reconstruire.
autant qu'elle reconstruisait la maison. Dans le lointain, quelques lumières scintillaient, à l'est, la ferme de Gerald Murphy, au sud, l'allure diffuse de la petite ville. Un sentiment étrange là. Traversa celui, peut-être, d'appartenir à nouveau quelque part. Derrière elle, la maison craqua doucement, comme pour lui répondre. Les bruits familiers du bois qui travaille, du vent qui s'insinue. Sous les tuiles. Mais parmi ces sons ordinaires, il y en eut un autre, plus ténu, plus incertain. Margaret se retourna. Dans l'encadrement obscur de la porte, il lui sembla discerner une silhouette. Petite, immobile, comme celle d'un enfant observant en silence depuis l'ombre. Son cœur se figea. Elle cligna des yeux. La forme avait disparu. La boîte sous les planches. Margaret fixait le couloir. Vide. « Je n'ai pas peur de toi, murmura-t-elle, sans savoir si elle s'adressait à un fantôme, à un souvenir, ou à son propre esprit fatigué. Le silence lui répondit, avant qu'un léger clic ne résonne quelque part dans la maison. Une porte venait de se refermer d'elle-même. La réparation du plancher de la cuisine avait révélé des dégâts bien plus profonds qu'elle ne l'avait imaginé. Tom et Jake avaient dû retirer plusieurs planches supplémentaires, exposant les solives et le sous-plancher. Agenouillée, Margaret aidait à dégager des décennies de poussière, de bouts de journaux, de clous tordus et de miettes d'histoire oubliées. Attention, prévint Tom. Il pourrait y avoir des nids de rongeurs là-dessous. Margaret hocha distraitement la tête. Ses doigts palpèrent quelque chose de dur, froid, métallique. Il y a quelque chose ici, dit-elle, en essayant de l'atteindre. Après plusieurs tentatives, elle réussit à tirer de l'ouverture une petite boîte en fer. De la taille d'un livre relié. Le couvercle portait des initiales gravées, E.C. Eleanor Callaway. Tom, regarde ça. Il s'essuya les mains et examina la boîte. Caché délibérément, murmura-t-il. Ce n'est pas le genre de chose qui tombe par hasard dans un plancher. La fermeture, rongée par la rouille, résistait. Jake lui tendit son couteau de poche, après quelques coups prudents. Le couvercle s'ouvrit dans un grincement métallique. À l'intérieur, protégée de l'humidité, reposait une liasse de lettres, liées par un ruban bleu passé. « Je te laisse les découvrir tranquillement. » dit Tom avec tact, retournant à son travail. Margaret resta seule, le cœur battant. Elle détacha délicatement le ruban. Les lettres étaient adressées à une certaine Rebecca, à Boston. D'après leur ton, Rebecca semblait être la sœur d'Eleanor. Les premières, datées de 1975, respiraient la chaleur d'une vie simple, le travail à la ferme, les rires de Sarah, la jeune fille, et les espoirs d'un futur stable. Mais à partir du printemps 1977, quelque chose changeait. Le ton devenait inquiet, presque oppressé. Eleanor évoquait le comportement étrange de son mari, Thomas. Et les tensions croissantes avec un voisin qu'elle désignait seulement par l'initiale G. Une lettre de septembre 1977 attira particulièrement l'attention de Margaret. Thomas passe plus de temps que jamais dans les champs, et pourtant nos récoltes dépérissent. Quand je lui demande ce qu'il fait, il me répond que bientôt nous aurons plus d'argent que nous saurons en dépenser. G est venu encore hier, exigeant de savoir ce que Thomas fait de l'eau de la source. La dispute a été terrible. J'ai peur que cette sécheresse ne transforme les voisins en ennemis. Margaret sentit un frisson là. Parcourir. Elle tourna la page suivante, datée de février 1978. Il est obsédé par ce qu'il a trouvé sur les terres du fond. Il refuse de me dire ce que c'est, mais j'ai vu des outils étranges. Arriver, des pioches, des tamis, des lampes. James, notre fils, dit que ce sont des outils de mineurs. Quand je lui ai demandé combien cela avait coûté, Thomas m'a montré un petit flacon contenant une poussière dorée et m'a dit, ce n'est que le début. Il a fait jurer James au secret, mais l'enfant est nerveux. Même Sarah fait des cauchemars sur l'endroit noir, comme elle l'appelle. Puis vint la dernière lettre. Non envoyée. Datée du 10 mai 1978, 2 jours avant la disparition de la famille. Le papier était froissé, taché, comme s'il avait été jeté puis repêché du feu. Becky. J'ai peur. Thomas dit que nous devrons peut-être partir précipitamment. J'ai la menacé, et d'autres en ville se méfient. J'ai insisté pour aller voir le shérif, mais Thomas affirme que ce qu'il a
Découvert vaut trop cher, que les gens voudraient nous le prendre. James l'aide à préparer quelque chose, je ne sais pas quoi. Il passe des heures dans la grange, la porte verrouillée. Hier? Thomas a crié sur Sarah quand elle a voulu entrer. Il ne lui avait jamais parlé ainsi. J'ai préparé une valise, au cas où. Si tu restes sans nouvelles, ne t'inquiète pas. Je te contacterai dès que je le pourrai. Margaret resta longtemps immobile, la lettre tremblante entre ses doigts. Eleanor avait prévu de fuir. Mais avait-elle réussi? Le fameux G ne pouvait être que Gerald Murphy. Le voisin qui avait retrouvé le camion de Thomas abandonné à la gare routière. Officiellement, c'était lui la victime du différend sur l'eau. Mais les lettres racontaient une autre histoire plus trouble, plus lourde de secrets. Tom interrompit son silence. Tout va bien? Margaret referma doucement le ruban autour du paquet de lettres. Je crois que je dois reparler à Gerald Murphy. Les sourcils de Tom se haussèrent. Fais attention. Ce type vit seul depuis longtemps. Et il a ses idées bien arrêtées sur les Callaway. Justement, répondit Margaret. S'il sait ce que Thomas a trouvé, il détient peut-être la clé de leur disparition. Elle rangea la boîte sous son bras, tandis que Tom et Jake reprenaient le travail. Dehors. Le soleil déclinait lentement, projetant de longues ombres sur les champs jaunis. Margaret suivit le sentier qui menait vers la propriété voisine, les lettres serrées contre elle comme un talisman. L'air sentait la poussière et les feuilles sèches. Chaque pas semblait l'approcher non seulement d'un vieil homme, mais aussi d'une vérité enfouie depuis près d'un demi-siècle. La ferme de Gerald Murphy apparut au détour du champ, plus petite que la sienne, mais mieux entretenue, avec ses murs blanchis à la chaux et ses volets bleu pâle écaillés. Sur le perron, le vieil homme oscillait. Doucement dans une chaise à bascule, le regard fixé sur l'horizon. Il l'avait sans doute vu venir de loin. Déjà de retour, dit-il d'une voix neutre, ni hostile ni accueillante. Margaret monta les marches du perron. J'ai trouvé quelque chose, dit-elle en levant la boîte métallique. Des lettres d'Eleanor Callaway à sa sœur. Elle raconte une autre version de ce qui s'est passé entre vos familles. La chaise cessa aussitôt de bouger. Après un silence, il dit simplement. Venez vous asseoir. Margaret s'installa dans la chaise voisine. Elle sortit la dernière lettre, celle du 10 mai. Et la lui tendit. Les mains de Gerald tremblaient légèrement. Il lut lentement, ses yeux plissés glissant sur les lignes jaunies. Quand il eut terminé, il replia la feuille avec soin. Ses doigts usés caressant les plis comme s'il touchait un souvenir. Eleanor, c'était la plus raisonnable des deux, murmura-t-il. Elle vous désigne comme G. Elle avait peur de vous. Gerald resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix rauque. Elle en avait raison. Pas parce que je l'ai menacée, mais parce qu'elle voyait la folie s'installer chez Thomas. Et moi? Je n'ai rien fait. Il se leva avec peine, entra dans la maison et revint quelques instants plus tard, tenant un vieux document jauni. Regardez ceci. C'était un accord sur les droits d'eau daté de 1952. La source appartenait d'abord à ma propriété. Puis, en 1955, le comté a déplacé la ligne. La source s'est retrouvée sur les terres Callaway. C'était la seule eau à 10 miles à la ronde. Margaret examina le papier, le plan cadastral confirmait ses dires. Et Thomas a bloqué la source, demanda-t-elle. Oui. Il a construit une digue, retenant tout le flux pour ses champs. Au début, ses récoltes prospéraient, pendant que les miennes mouraient. Mais ensuite, quelque chose a changé. Il n'irriguait plus. Il creusait. Jour et nuit. Gerald s'arrêta, ses yeux se perdant dans le vide. Je pensais qu'il cherchait de l'eau souterraine. Mais un soir, je l'ai vu sortir de la grange avec James, portant un sac lourd. Ils l'ont chargé dans son camion. Le lendemain, j'ai trouvé des éclats de roches noires près de la source. Et puis, plus rien. 2 jours plus tard, la famille Callaway avait disparu. Margaret sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Et vous n'avez rien dit au shérif? Je l'ai fait, répondit-il doucement. Mais personne ne m'a cru. On pensait que je voulais accuser Thomas à cause de l'eau. Et puis, sans preuve. Le vent fit
grinçaient les planches du porche. Gérald regarda la boîte sur les genoux de Margaret. Ces lettres, gardez-les. Peut-être qu'elles redonneront enfin une voix à Eleanor. Margaret hocha la tête. Oh. Loin, le soleil disparaissait derrière les collines, peignant le ciel d'un rouge profond. Elle sentit qu'une porte venait de s'ouvrir non pas dans la maison des Callaway, mais dans le passé. Lui-même. Elle remercia Gérald, rangea la boîte contre elle et prit le chemin du retour. Les herbes hautes frôlaient ses jambes, bruissant comme des murmures. Derrière elle, la silhouette du vieil homme se découpait encore un moment sur le perron, avant de se fondre dans la nuit naissante. Margaret savait désormais que la vérité n'était plus très loin. Mais elle pressentait aussi qu'elle ne viendrait pas sans un prix. Les secrets de la terre. Même ces champs ont commencé à dépérir, dit Gérald d'une voix lente, comme s'il pesait chaque mot. Il n'utilisait plus l'eau pour les cultures. Margaret sentit un frisson d'intuition la traverser. Il avait trouvé autre chose à en faire, n'est-ce pas? Gérald hocha la tête, le visage assombri. Exactement. Il m'a fallu trop de temps pour le comprendre. Quand j'ai réalisé que Thomas ne cultivait plus rien, il était déjà trop tard. Que faisait-il? Gérald inspira profondément. Il minait. Et pas pour passer le temps. Il avait trouvé quelque chose dans ce sol. Quelque chose de précieux. De l'or, peut-être, ou des pierres. Je ne l'ai jamais su avec certitude. Vous lui en avez parlé? 2 jours avant leur disparition, répondit Gérald. Je l'ai surpris dans le fond de sa propriété, près de la source. Il chargeait du matériel dans un petit hangar qu'il avait construit. Sous les broussailles, il y avait une entrée de tunnel. Thomas portait une arme. Il m'a dit d'oublier ce que j'avais vu, si je tenais à ma vie. La voix de Gérald se perdit dans le vide. Ses yeux fixés sur des souvenirs vieux de plusieurs décennies. Le lendemain, je suis allé voir le shérif Winters. Il m'a dit qu'il lui fallait des preuves avant d'obtenir un mandat. Il a promis de venir le matin suivant. Mais quand il est arrivé, ils avaient disparu. Margaret se pencha, attentive. Vous avez trouvé le camion de Thomas à la gare routière, non? Une semaine plus tard, garé au fond du parking. Les clés posées sur le tapis de sol. J'ai tout de suite prévenu la police. Le shérif a fouillé la ferme à nouveau, mais tout avait disparu. Plus de tunnels, plus de matériel. Comme si tout cela n'avait jamais existé. Vous pensez qu'ils ont fui? Gérald hésita longuement. C'est ce que j'ai cru au début. Je me suis dit que Thomas avait trouvé assez de ce qu'il cherchait et qu'il avait filé avant que quiconque ne s'en rende compte. Mais ensuite... Il s'interrompit, les yeux perdus dans le vide. Ensuite? Souffla Margaret. Les années suivantes, je voyais parfois des lumières dans leurs champs, la nuit. Des éclats furtifs, comme si quelqu'un se déplaçait avec une lampe. Et une fois ou deux. J'ai cru entendre un enfant pleurer. Un frisson parcourut Margaret malgré la chaleur de l'après-midi. Vous pensez qu'ils ne sont jamais partis? Gérald hocha lentement la tête. Je pense que ce que Thomas a trouvé sur cette terre ne valait pas le prix qu'il a payé. Le shérif m'a soupçonné pendant des années, pensant que j'avais fait du mal à cette famille. Mais la vérité, c'est que j'ai passé 40 ans à me demander si j'aurais pu les sauver. Il tendit à Margaret la lettre d'Eleanor Callaway. Que espérez-vous trouver, Miss Parker? La vérité, répondit-elle simplement. Il mérite au moins cela. Gérald la dévisagea longuement. Un éclat de respect passa dans ses yeux pâles. Faites attention à l'endroit où vous creusez, dit-il gravement. Certains secrets sont enfouis pour une raison. Margaret reprit le chemin du retour à travers le champ, sentant le regard de Gérald peser sur elle. Était-ce de la sollicitude, ou une mise en garde? Elle ne pouvait le dire. Mais une chose devenait claire, quoi qu'il soit arrivé au Callaway, les réponses se trouvaient là, sur sa terre. Peut-être littéralement. Sous ses pieds. Les champs de la Renaissance. 2 semaines plus tard, la ferme n'était plus méconnaissable. Les vitres, nettoyées avec soin, reflétaient la lumière du matin comme des miroirs. Les murs de la cuisine, repeints d'un ton chaud et doux, respiraient la vie retrouvée.
Sur la grande table de chêne, désormais polie d'un éclat doré, un vase de fleurs sauvages apportait une touche de couleur et d'espoir. À l'extérieur, un léger vent faisait danser les herbes hautes pendant que Margaret martelait le dernier clou d'un panneau en bois qu'elle avait fabriqué avec des planches récupérées dans la grange. Sur le panneau, en lettres soigneusement peintes, on pouvait lire « Frais de la ferme ». Elle le plaça à l'entrée du chemin, à côté d'une petite table chargée de boîtes remplies d'œufs pondus par les 6 poules qu'elle avait achetées à la ferme voisine. Ce fut un début modeste, mais un symbole puissant. La terre reprenait vie, et elle avec. Avant midi, son premier client arriva, Doris, la serveuse du dîner du coin. Elle inspecta les œufs comme si elle évaluait des diamants, puis déclara. 2 fois plus gros que ceux du supermarché. Combien tu en veux? 3 $ la douzaine, répondit Margaret avant d'ajouter, un peu gênée, mais je peux aussi échanger contre un repas au dîner. Doris esquissa un sourire complice. À court de fonds, hein? Margaret hocha la tête. Ses économies s'étaient envolées plus vite qu'elle ne l'avait imaginé, peinture, outils, nourriture pour les poules, réparation de toiture. La propriété était à elle, libre de dettes, mais les impôts ne tarderaient pas à tomber, et les travaux restants coûteraient cher. Écoute, dit Doris, je t'en prends 2 douzaines tout de suite, et je parlerai de toi. Le dîner a toujours besoin de frais, et je connais des gens intéressés. À la fin de l'après-midi, Margaret avait tout vendu. Elle rentra les dernières boîtes dans la cuisine, un sourire timide aux lèvres. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait utile. C'est alors qu'une voiture de patrouille ralentit sur la route. Le shérif Wade abaissa sa vitre. « Vous vendez sans permis ?» demanda-t-il, mais son ton manquait de réelle sévérité. « Juste des œufs de mes poules. » répondit-elle calmement. « J'ai besoin d'un permis pour ça ?» Le shérif la scruta un moment. « Techniquement, oui. Mais on ne l'impose pas pour les petites fermes. Évitez simplement de grossir. » Sans vérifier les règlements. Il allait repartir, puis se ravisa. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant sur la propriété ?» demanda-t-il avec une fausse désinvolture. Margaret sentit le piège. « Rien d'autre que beaucoup de réparations à faire, » répondit-elle d'un ton neutre. Wade acquiesça, son visage impassible. « Continuez comme ça, » dit-il avant de s'éloigner. L'accueil. Ce soir-là, alors que Margaret rangeait ses outils, on frappa à la porte. Sur le seuil se tenait Doris, accompagnée de 3 femmes portant des plats couverts. « Pendaison de crémaillère » annonça Doris en riant. « On ne peut pas te laisser vivre d'œufs et de solitude. » Les femmes entrèrent dans la maison, apportant avec elles des parfums de tarte, de pain chaud et de légumes mijotés. Les présentations fusèrent, Suzanne, la postière, Brenda, l'institutrice, et Hélène, la fleuriste du village. Elles déposèrent leurs plats sur la table, émerveillée par les changements apportés à la maison. « J'ai trouvé ceci en nettoyant, » dit Hélène, tendant à Margaret un vieux livre à la couverture usée. Les recettes d'Éléanore Callaway. Je pense qu'il te revient. Margaret prit le carnet avec une émotion sincère. Vous la connaissiez? Oui, répondit Hélène avec douceur. Nous faisions partie du même club de jardinage. Après leur disparition, le shérif nous a permis de récupérer quelques objets personnels, en espérant que la famille vienne les réclamer. J'ai pris son livre de recettes. Je ne pouvais pas le laisser moisir dans un tiroir de la police. Elles s'attablèrent, et la conversation glissa naturellement de la vie du village à des souvenirs partagés, des commérages légers, des conseils de culture. Margaret, d'abord réservée, se laissa bientôt aller à rire avec elle. La maison, si longtemps silencieuse, vibrait à nouveau de chaleur humaine. Puis Tom entra, un sourire aux lèvres et une bouteille de vin à la main, suivie de Martha Winters, la fille de l'ancien shérif, portant une tarte encore tiède. Le repas prit des allures de véritable fête. À de nouveaux commencements. Porta un toast Tom en levant son verre. Des rires, des verres qui s'entrechoquent, le parfum du vin et des tartes, tout semblait normal, paisible, presque heureux. Mais lorsque le café fut servi, Martha posa la question qui flotta aussitôt comme une ombre au-dessus de la table. « Avez-vous progressé sur l'affaire des Callaway »
Le silence s'installa. Margaret inspira avant de répondre. Elle parla des lettres d'Eleanor qu'elle avait découvertes et de sa conversation avec Gerald Murphy. Il dit que Thomas minait quelque chose de précieux près de la source, mais toutes les preuves ont disparu après leur disparition. Martha fronça les sourcils. Mon père a aussi noté la présence de matériel de minage, mais rien n'a jamais été retrouvé. Aucun tunnel, aucune trace d'excavation. Et les registres du comté? Proposa Brenda. S'il a déposé une demande de concession minière, il doit exister des documents. Tom acquiesça. Ou au moins une évaluation géologique. S'il y avait quelque chose de valeur sous ces terres, le comté l'aurait su. Martha réfléchit. Les archives sont à Rockford. J'ai des contacts là-bas, à la Société historique. Nous pourrions aller fouiller. Margaret regarda autour d'elle. Ces femmes, ces visages qui lui étaient inconnus il y a à peine 2 semaines, l'observaient maintenant avec une bienveillance discrète. Elle sentit monter en elle une reconnaissance silencieuse. Pour la première fois, elle n'était plus seule dans cette enquête ni dans cette vie qu'elle essayait de reconstruire. Elle posa sa main sur le vieux carnet de recettes d'Eleanor. Le cuir était craquelé, mais chaud, presque vivant. Peut-être que, quelque part entre ces pages tachées de farine et d'huile, se cachait un indice, une trace du passé. Margaret leva les yeux et dit doucement. Alors allons-y. Si la vérité est enfouie sous cette terre, je veux la déterrer. Hélène lui adressa un sourire. Complice. Mais promets-nous une chose, Margaret, si tu trouves de l'or, on partage. Les rires éclatèrent de nouveau, dissipant un instant la tension. Pourtant, dans le regard de Margaret, une étincelle demeurait, celle d'une femme qui ne cherchait pas la richesse, mais la rédemption. Cette nuit-là, alors que les dernières invitées s'éloignaient sur le chemin bordé d'arbres, Margaret resta sur le seuil, le carnet serré contre elle. Le vent faisait bruire les feuilles, et au loin, dans la direction de la source, une lumière sembla vaciller brièvement avant de s'éteindre. Elle aurait pu croire à un reflet, ou à un feu follet, si son cœur n'avait pas soudain battu plus vite. Les Callaway n'avaient peut-être jamais quitté la ferme. Et maintenant, c'était à elle de découvrir pourquoi. Pourquoi est-ce que vous m'aidez tous à faire ça? Demanda Margaret d'une voix à la fois étonnée et touchée. Doris posa doucement sa main sur la sienne. Parce que cette ville a besoin de guérison, ma chérie. La disparition de cette famille a laissé une plaie ouverte qui n'a jamais cicatrisé. Peut-être que ta venue ici n'est pas un hasard. Peut-être es-tu celle qui doit enfin nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Lorsque ses invités furent partis, Margaret resta un long moment sur la balançoire du porche. Le vieux cahier de recettes d'Eleanor Callaway reposait ouvert sur ses genoux. Entre 2 instructions pour une tarte aux pommes ou un ragoût de bœuf se glissaient des notes personnelles. Le préféré de Thomas. Fait pour l'anniversaire de James. 10 ans. Sarah aide à pétrir la pâte. De simples phrases, mais qui offraient un aperçu intime d'une vie familiale interrompue brutalement 40 ans plus tôt. Une existence désormais figée dans la poussière des années, et qui, étrangement, semblait de plus en plus liée à la sienne. Le bureau des archives du comté de Rockford se trouvait au sous-sol d'un imposant bâtiment administratif. Sous la lumière blafarde des néons, Margaret et Martha se frayaient un chemin entre des rangées de classeurs et d'étagères croulant sous les dossiers. Mes accréditations de la Société historique devraient nous donner accès à la plupart des documents, dit Martha en s'avançant vers le comptoir. Derrière celui-ci, une employée d'âge mûr. Lunettes en œil de chat triait des registres. Nous faisons des recherches sur la propriété Callaway, à Millfield. Nous cherchons en particulier des relevés géologiques ou des permis miniers des années 1970. Le regard de la femme se releva aussitôt. Callaway. Vous parlez bien de la famille disparue, demanda-t-elle à voix basse. Vous connaissez l'affaire? S'étonna Margaret. Tout le monde ici la connaît. C'est presque une légende locale. Ma tante travaillait déjà au service quand c'est arrivé. Elle disait que le shérif passait des jours entiers à fouiller les dossiers. Plans cadastraux, règlements miniers, cartes du sous-sol, tout. Martha pencha la tête, intéressée. Nous essayons de comprendre ce que Thomas Callaway aurait pu découvrir sur ces terres. Des études géologiques seraient précieuses.
Suivez-moi, répondit la femme, avant de les conduire dans une pièce à l'arrière. De grands tiroirs à cartes tapissaient les murs, et des volumes reliés s'empilaient jusqu'au plafond. Les relevés de terrain sont ici, dit-elle. Les permis miniers, là-bas. Je vais aussi sortir le dossier Callaway. Pendant qu'elles s'affairaient, Margaret et Martha déployèrent plusieurs cartes régionales jaunies. Regarde ça, murmura Martha en pointant une annotation sur une carte datée de 1975. Le rapport mentionnait des traces d'or dans la zone où les propriétés Callaway et Murphy se rejoignaient précisément à l'endroit où la source naturelle émergeait du sol. Pas assez pour une exploitation commerciale, lut-elle à voix haute. Mais conforme aux anciens récits de dépôts d'or alluvionnaire dans la région. L'employé revint alors, tenant 2 chemises cartonnées. Voici tout ce que nous avons sur la propriété Callaway. Et j'ai trouvé autre chose qui pourrait vous intéresser. Sur la couverture du second dossier, on pouvait lire « Excavation non autorisée ferme Callaway en 1978 ». À l'intérieur, une plainte déposée par Gerald Murphy, datée de quelques jours avant la disparition de la famille, signalait des fouilles suspectes près de la source. Un rapport préliminaire d'un inspecteur du comté y était joint. Il affirmait n'avoir trouvé aucune activité minière visible, Thomas Callaway lui ayant refusé l'accès à certaines zones de sa propriété. Regarde, dit Margaret, l'inspecteur avait demandé un mandat de perquisition, mais il n'a été approuvé que le 13 mai, le lendemain de leur disparition. Trop tard, répondit Martha en refermant doucement la chemise. Plus loin, elles découvrirent le rapport de la fouille menée après la disparition. On y mentionnait des traces de terre récemment remuées derrière la grange et près de la source, mais aucun tunnel, aucun équipement minier. Cela ne tient pas. Debout, souffla Margaret. Gérald a vu une entrée de tunnel. Et Thomas déplaçait du matériel à la vue de tous, ajouta Martha. Pourtant, au moment des recherches, tout avait disparu, y compris la famille. En continuant leur exploration, Margaret tomba sur un document qui lui coupa le souffle, un acte d'achat daté de 1977, prouvant que Thomas Callaway avait secrètement acquis 5 acres supplémentaires attenant à sa ferme. Un terrain boisé, sans grande valeur agricole. Pourquoi acheter des terres inutiles en pleine sécheresse? Alors qu'il avait déjà du mal à joindre les deux bouts? Parce qu'elles n'étaient pas inutiles pour lui, répondit Martha. Regarde à nouveau le relevé géologique, les traces d'or s'étendent justement sous cette colline. Leur dernière découverte fut la plus troublante. Dans un rapport de scellé, un inventaire listait les objets retrouvés dans le camion abandonné de Thomas Callaway à la gare routière, un trousseau de clés, une carte indiquant un itinéraire vers le Colorado, un horaire de bus, et une petite fiole contenant des paillettes d'or en suspension dans l'eau. Margaret murmura. Il avait donc réellement trouvé de l'or. Assez pour partir, répondit Martha. Mais ils ne sont jamais montés dans ce bus. Sur le trajet du retour vers Millfield, le silence emplissait la voiture. Margaret regardait défiler les champs noyés de lumière déclinante, rassemblant les fragments du puzzle. Thomas Callaway avait découvert de l'or dans l'eau de la source. Il avait acheté en secret le terrain en amont, là où naissait le filon. Il avait commencé à extraire le métal, dissimulant son activité aux autorités comme à ses voisins. Et puis, alors qu'il s'apprêtait à fuir avec sa famille et leur nouvelle fortune, quelque chose avait tourné au désastre. Il faut qu'on retrouve ce tunnel, déclara Margaret en apercevant la silhouette familière de sa maison. Fais attention, répondit Martha, crispant les mains sur le volant. Mon père a passé des années à chercher la vérité sur cette propriété. Tout ce qu'il y a gagné, c'est l'obsession et le chagrin. Je n'ai pas le choix, murmura Margaret. J'habite là maintenant. Cette histoire fait partie de la mienne. Martha la regarda un instant, pensive. Oui, dit-elle doucement. Peut-être que c'est pour cela que tu as gagné la tombola. Le soir même, un orage éclata sans prévenir, transformant l'après-midi lourdé. Moite en un chaos d'apocalypse. Margaret venait de finir de nourrir les poules quand le ciel à l'ouest prit une teinte vert noir inquiétante. Le vent se leva d'un coup, balayant les arbres. Elle se précipita pour ramasser les outils et fermer les abris. À peine avait-elle regagné la maison que les premières gouttes, grosses comme des pièces, martelaient le toit de la véranda. Elle regardait les éclairs zébrer le ciel,
suivi presque aussitôt par des détonations qui faisaient vibrer les vitres. L'électricité s'éteignit brusquement. Margaret alluma les lampes à huile. Trouvées à la cave, leur lumière dorée projetait sur les murs des ombres vacillantes et mouvantes. La pluie redoublait de fureur, soufflée de travers par un vent hurlant. Par la fenêtre de la cuisine, elle aperçut la porte de la grange qui battait follement, malgré la chaîne qu'elle avait pourtant solidement attachée le matin même. Zut! Gronda-t-elle en enfilant son ciré. La structure, déjà fragilisée, risquait de céder. Il fallait agir vite. Les 30 mètres séparant la maison de la grange lui semblèrent interminables. La pluie lui fouettait le visage, la boue s'agrippait à ses bottes. Lorsqu'elle atteignit enfin la bâtisse, l'eau ruisselait à flots par la porte ouverte, transformant le sol de terre battu en un marécage glissant. Margaret parvint à refermer la lourde porte. Et rattacha la chaîne d'un geste tremblant. À cet instant, un éclair illumina tout l'intérieur, immédiatement suivi d'un fracas assourdissant. Quelque chose d'énorme venait de s'abattre sur le toit. Par réflexe, elle se jeta au sol, juste avant qu'une section entière de la charpente ne s'effondre là où elle se trouvait quelques secondes plus tôt. La pluie s'engouffra par l'ouverture béante, transformant la terre en boue. Le cœur battant à tout rompre, Margaret rampa hors du danger. Un nouveau coup d'éclair lui révéla l'étendue des dégâts, près d'un quart du toit avait disparu, livrant la grange à la colère du ciel. Il n'y avait plus rien à sauver pour l'instant. Elle allait faire demi-tour quand son regard se figea. L'effondrement avait déplacé un vieux tas d'outils et de machines contre le mur du fond, dégageant ce qui ressemblait à une trappe incrustée dans le sol. Une cave, pensa-t-elle. Mais pourquoi la dissimuler ainsi, sous du matériel visiblement intact depuis des décennies? Un nouvel éclair illumina la scène, un morceau de papier voletait parmi les débris tombés des poutres. Elle l'attrapa au vol. C'était un dessin d'enfant, jauni et mouillé. Mais encore lisible, 4 silhouettes crayonnées debout près d'une porte secrète, sous un triangle rappelant un toit de grange. En bas, d'une écriture appliquée, Sarah Callaway. Le cœur battant. Margaret retourna à la maison, serrant le dessin contre sa poitrine. Il faudrait de l'aide pour explorer cet endroit sans danger. Elle attendrait le matin. La tempête fit rage toute la nuit. Le tonnerre la réveillait chaque fois qu'elle commençait à somnoler. Au petit matin, la pluie s'était changée en une bruine fine. Margaret attrapa le téléphone et appela Tom. Des dégâts, demanda-t-il en entendant l'urgence dans sa voix. Une partie du toit de la grange s'est effondrée, répondit-elle. Mais ce n'est pas tout. J'ai trouvé quelque chose. Une porte cachée sous le plancher, et un dessin de Sarah Callaway qui montre cette même porte, juste sous la grange. Un silence tendu s'installa à l'autre bout du fil, puis Tom dit. J'arrive dans une demi-heure. N'y entre pas seul. 30 minutes plus tard, il était là, accompagné de son neveu Jake et d'une caisse d'outils. Ensemble, ils pénétrèrent dans la grange. Endommagée. L'eau dégouttait encore des chevrons brisés. Devant eux, la lourde trappe de bois révélée par l'effondrement attendait, sombre et muette. Margaret leur montra le dessin. Cela n'apparaît dans aucun des rapports de recherche, dit-elle. Tom s'accroupit et effleura les gonds. Normal. Elle était volontairement dissimulée. Et regarde ça, les charnières sont encore graissées. Il leva les yeux vers Margaret, la lampe oscillant entre eux. Quelqu'un s'en est occupé. Récemment. Et dans le silence suspendu de la grange, tandis que l'eau goûtait des poutres comme une horloge spectrale, Margaret sut que le mystère de la famille Callaway venait de s'ouvrir à nouveau. Le secret sous la ferme Callaway. Jake s'accroupit près de la vieille porte encastrée dans le sol et fit glisser ses doigts sur la terre encore fraîche. Regardez, murmura-t-il. Ce sont des empreintes récentes, petites, légères. Quelqu'un utilise encore cette entrée. Le regard de Margaret croisa celui de Tom. Gérald avait dit qu'il voyait parfois des lumières dans les champs, rappela-t-elle, et qu'une nuit, il avait entendu un enfant pleurer. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Intervint Tom, bien que son ton trahît une inquiétude croissante. Peut-être juste un ancien cellier. Les fermes d'autrefois en avaient toutes. Mais quand il souleva la lourde trappe, révélant un escalier abrupt plongeant dans les ténèbres,
Tous trois comprirent aussitôt qu'ils venaient de mettre à jour quelque chose de bien plus profond qu'un simple cellier à racines. Un souffle d'air frais et humide s'éleva du dessous, chargé d'une odeur de terre et d'un parfum métallique, presque âcre. Tom alluma sa lampe torche. « Je descends le premier, dit-il. Jake, reste. Ici, si nous ne revenons pas dans 20 minutes, cours prévenir le shérif. » Margaret acquiesça, la gorge soudain sèche. Elle serra dans sa main le dessin de Sarah Callaway, comme un talisman contre l'inconnu. Au fond d'elle, une intuition insistante lui murmurait que la tempête n'avait pas mis à jour cette porte par hasard. Les marches grinçaient sous leurs pas tandis qu'ils s'enfonçaient dans la terre. Peu à peu, le bois céda la place à la pierre. Les faisceaux de leurs lampes dansaient sur les murs taillés à la main. À chaque pas, Margaret ressentait une étrange solennité comme si le passé les observait. « Ce n'est pas un cellier, chuchota Tom. Regarde ces structures. Ça a dû prendre des mois à construire. » Leur souffle formait de petites nuées dans l'air frais. Le tunnel s'étendait devant eux, étroit et silencieux. Des poutres soutenaient le plafond à intervalles réguliers, et sur certaines, Margaret distingua des marques, des dates, des mesures, et 2 initiales. Répétées, gravées profondément dans le bois, TC et JC. Thomas et James Callaway, souffla TL. Le père et le fils, ils ont travaillé ici ensemble. Après une 50aine de mètres. Le passage déboucha sur une vaste chambre souterraine. La lumière révéla un décor figé dans le temps, des outils rouillés, des pioches, des pelles, un petit wagonnet posé sur des rails disparaissants. Dans l'obscurité. Sur un établi, des instruments de tri rudimentaires, couverts de poussière. Tom prit un marteau de mineur. Ce n'était pas un passe-temps. C'était une véritable exploitation. Des outils professionnels, observa-t-il. Margaret pointa vers le fond. Le tunnel semble suivre la pente naturelle du terrain. Je parie qu'il mène jusqu'à la source. Ils suivirent les rails. Descendant toujours plus bas. Un murmure d'eau se fit entendre, d'abord léger, puis plus clair. Soudain, le tunnel s'ouvrit sur une caverne où un mince ruisseau souterrain serpentait sous leurs pieds. Des seaux étaient alignés près de la rive, des pelles appuyées contre les parois. Tom ramassa une vieille poêle métallique, la retourna et montra à Margaret les lettres TC gravées dans le manche. Une bâtée, dit-il. Pour l'or. Gérald avait raison. Thomas Callaway cherchait de l'or ici, dans l'eau de la source. Mais ce n'était pas ce qui les stupéfiait le plus. De l'autre côté du ruisseau, la caverne s'élargissait et prenait des allures d'habitation, une table et des chaises, des étagères garnies de conserves et de fournitures, un petit poêle à bois relié à une conduite de ventilation, un lit sommaire dans un coin, des piles de livres, et sur les murs, des centaines de dessins. Des croquis d'enfants aux œuvres plus mûres, ils retraçaient l'évolution d'une même main. La progression d'une âme créatrice confinée dans l'ombre. Margaret sentit un frisson lui parcourir la nuque. Quelqu'un a vécu ici. Pendant des années. Tom s'approcha d'un bureau. Des carnets en cuir y étaient soigneusement empilés. Il en ouvrit un. Ce sont des journaux. Regarde. Dateré. 1985. Écoute ça. Il lut à voix haute. 10 avril 1985. Cela fait 7 ans depuis l'accident. J'ai encore laissé des provisions hier. Il ne me parle toujours pas, mais au moins, il garde mon secret. Margaret prit le carnet, le feuilleta. Il y en a pour des décennies. Et le dernier, il date d'il y a seulement quelques mois. Elle lut l'entrée la plus récente, la voix tremblante. 23 février 2024. J'ai vu des lumières dans ma maison aujourd'hui. Quelqu'un de nouveau est arrivé. J'y devrais avoir peur, mais je ressens de l'espoir. Sarah Callaway. Tom resta figé. Sarah. Elle a survécu. Elle vivait ici, sous la ferme, tout ce temps. Mais où est-elle maintenant? Demanda Margaret en balayant la pièce du regard. Et que sont devenus les autres? Ils explorèrent encore, découvrant un couloir étroit menant à une seconde chambre, plus petite, où des boîtes de provisions portaient des étiquettes récentes. Contre un mur, un grand meuble débordé de journaux, chacun classé par année. Nous devons tout lire, dit Margaret.
C'est peut-être la clé de tout ce mystère. Soudain, un bruit derrière eux, un frottement, un pas. Tous deux se figèrent. Sarah? Appela Margaret d'une voix douce. Nous ne voulons pas te faire de mal. Aucune réponse. Seul le goutte à goutte régulier de l'eau. Ils regagnèrent prudemment la grande caverne. Rien ne semblait avoir bougé, mais Margaret sentait un regard invisible peser sur eux. Prenons un des journaux, proposa Tom. Martha pourra nous aider à tout comprendre. Si Sarah vit ici depuis 1978, ses carnets peuvent raconter toute son histoire. Margaret prit le plus ancien, marqué 1978 et 1979. Nous te le rendrons, promit-elle dans le silence. Nous voulons juste comprendre. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta devant un dessin. On y voyait une famille de 4 personnes posant devant une ferme. La plus petite, une fille, se tenait légèrement à l'écart, sous un arbre. Même dans cette esquisse maladroite, sa solitude transperçait le papier. Elle a vécu ici, seule. Pendant 40 ans, murmura Margaret. À quelques mètres du monde, invisible sous nos pieds. Mais pourquoi? Souffla Tom. Pourquoi se cacher? De qui? Les questions restèrent suspendues. Sans réponse, tandis qu'il gravissait lentement les marches vers la lumière du jour. Margaret serrait le journal contre son cœur, comme si elle portait une vie entre ses mains. La nuit tomba sur la ferme. Dans la cuisine, une lampe à huile diffusait une lueur dorée sur la table où Martha, Margaret et Tom s'étaient installés. Le silence n'était troublé que par le froissement des pages du vieux carnet. Les mains de Martha tremblaient légèrement tandis qu'elle lisait les premières lignes du journal de Sarah. Tout est là, dit-elle d'une voix à peine audible. Toute l'histoire, racontée par une fillette de 8 ans qui essayait de comprendre ce qui se passait autour d'elle. Selon ces mots simples, mais précis, Thomas Callaway avait découvert des traces d'or dans l'eau de la source en 1976. D'abord sceptique, il s'était peu à peu laissé envahir par l'obsession. La sécheresse de 1977 mit à nu un filon plus important. C'est alors qu'il commença à creuser, d'abord à ciel ouvert, puis sous terre, creusant des tunnels pour suivre la veine d'or invisible. Son fils James, âgé de 15 ans, l'aidait après l'école. À leur épouse et fille. Ils avaient dit qu'ils construisaient des caves de stockage. Un demi-mensonge, bientôt trop lourd à porter. Martha lut à haute voix un passage, les larmes lui montant aux yeux. 12 avril 1978. Papa a trouvé le grand filon aujourd'hui. Il est monté du tunnel avec les mains qui tremblaient. Il nous a montré un bocal plein de morceaux d'or. Maman a pleuré. Papa a dit, nous allons partir. Pour le Colorado. Acheter un ranch. Commencer une nouvelle vie. Moi, je ne veux pas quitter l'école. Thomas Callaway avait découvert assez d'or pour bouleverser leur existence. Pas de quoi devenir millionnaire, mais assez pour rêver d'un avenir neuf. Le plan était simple, extraire le maximum avant de disparaître discrètement, sans éveiller la curiosité du voisinage. Martha tourna quelques pages et reprit. 10 mai 1978. Papa et James renforcent la grande salle ce soir. Le plafond fait des bruits qui lui font peur. Il dit, encore 2 semaines, et nous partirons. Puis vint l'entrée. Fatidique. Daté du 12 mai 1978, le jour de la disparition de la famille Callaway. J'étais censé aller chez le dentiste, mais maman m'a laissé rester à la maison parce que j'avais mal au ventre. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu un énorme bruit, comme un tonnerre sous la terre. Je suis sorti, il y avait de la poussière qui sortait de la grange. J'ai crié pour papa, maman et James. Mais personne n'a répondu. Je suis descendu par les escaliers secrets, même si je n'ai pas le droit. Il y avait de la terre et des pierres partout. Le plafond de la grande pièce s'était effondré. J'ai entendu maman gémir sous les rochers. J'ai essayé de les bouger, mais c'était trop lourd. J'ai appelé pendant des heures. Puis plus rien. Je suis allé chercher Monsieur Murphy, mais il n'était pas chez lui. Quand je suis revenu, j'avais peur que la police pense que c'était ma faute. Alors je me suis caché dans le petit tunnel de secours, là où papa gardait des provisions. J'ai voulu attendre la nuit pour sortir,
mais je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il y avait des hommes avec des lampes. J'ai entendu qu'ils disaient que tout le monde était mort. J'ai eu trop peur pour bouger. Après leur départ, j'ai essayé de creuser, mais les pierres étaient trop lourdes. J'écris avec le stylo de papa. Je ne sais pas quoi faire. Martha s'arrêta. Le silence tomba comme une chape. Devant elle, les mots d'une enfant de 8 ans contenaient toute la tragédie du lieu, l'effondrement, la mort, la peur, la solitude. Et la naissance d'un secret enfoui sous la terre pendant 40 ans. Margaret leva les yeux vers ses compagnons. Elle n'a jamais quitté cet endroit, murmura-t-elle. Elle a grandi ici, sous la ferme, entre les fantômes de sa propre famille. Tom ferma doucement le journal. Et tout ce temps, le monde au-dessus continuait sans elle, ignorant qu'une enfant survivante vivait sous ses pieds, dessinant, écrivant, attendant qu'on la retrouve. Dehors, le vent s'était levé, faisant gémir les vieux murs de la maison Callaway. Martha, la voix brisée, ajouta. Il ne reste qu'une question, maintenant. Où est-elle? Les pages du vieux journal craquaient sous les doigts de Martha tandis qu'elle tournait lentement les feuilles jaunies. Les entrées suivantes expliquent comment elle a survécu, dit-elle d'une voix empreinte d'émotion. Elle a utilisé les provisions que Thomas avait entreposées dans les tunnels. La nuit, elle se glissait jusqu'à la maison pour y prendre de la nourriture et des vêtements. Quand les hommes du shérif sont revenus pour fouiller à nouveau la propriété, elle est restée cachée dans l'obscurité des galeries. Tom fronça les sourcils. Et Gerald Murphy? Martha chercha un passage plus loin dans le carnet. Écoutez ça, Monsieur Murphy m'a vu ce soir dans le verger. J'ai cru qu'il irait prévenir le shérif, mais il ne l'a pas fait. Le lendemain, il a laissé de la nourriture près du vieux puits. Je crois qu'il a pitié de moi. Margaret sentit un frisson la parcourir. Alors il savait qu'elle était vivante, depuis tout ce temps. Oui, répondit Martha. Il l'a aidée à survivre, mais sans jamais l'aider à revenir vers le monde. Tom hocha la tête tandis que Martha tournait encore les pages. Elle lui avait demandé de ne rien dire à personne. Elle. Elle se sentait responsable, coupable de ne pas avoir cherché de l'aide assez vite. Elle avait peur d'être envoyée loin de la seule maison qu'elle ait jamais connue. Puis, peu à peu, l'isolement est devenu sa normalité. Margaret murmura. 40 ans. 40 ans à vivre sous la terre, à observer la vie continuer au-dessus d'elle. Il faut la retrouver, déclara Tom avec résolution. Elle a besoin d'aide, de soins médicaux, de compassion, le coupa doucement Margaret. Ce n'est pas une prisonnière. C'est une survivante. Une femme qui, à 8 ans, a fait le seul choix possible dans une situation impossible. Et maintenant, c'est une femme de 50 ans qui a passé sa vie à se cacher d'un monde devenu étranger pour elle. Martha referma le journal d'un geste lent. Le shérif doit être informé. Après toutes ces années, nous avons enfin découvert ce qui est arrivé à la famille Callaway. Pas encore, répondit Margaret d'un ton ferme. Avant tout, nous devons parler à Sarah. C'est son histoire. C'est à elle de décider comment elle doit se terminer. Lorsque le shérif Wade arriva au petit matin, il resta longtemps immobile devant l'entrée béante du tunnel. Son visage exprimait à la fois l'incrédulité et une sorte de triomphe douloureux. Mon père n'était pas fou, murmura-t-il. Le soleil levant projetait de longues ombres sur la cour de la ferme. Margaret, Tom et Martha se tenaient à ses côtés, lui expliquant leur découverte et ce que contenaient les pages du journal. Après une nuit entière de délibération, ils avaient fini par admettre que les autorités devaient intervenir, une femme ayant vécu 40 ans dans la solitude après un traumatisme d'enfance avait besoin d'aide professionnelle. Nous voulons la retrouver, précisa Margaret, pas l'effrayer. Elle a déjà souffert bien assez. Le shérif hocha la tête, plus calme qu'à l'accoutumée. Earl va organiser les recherches. Des petites équipes, sans uniforme, sans sirène ni mégaphone. Nous couvrirons la ferme et les bois alentours. À midi, une vingtaine de volontaires s'étaient rassemblés, la plupart d'anciens habitants du comté qui se souvenaient encore du mystère Callaway. Gerald Murphy, lui, brillait par son absence. Wade expliqua que le vieil homme lui avait simplement dit « Elle sortira quand elle sera prête ».
Laissez-la tranquille. Les équipes se divisèrent, chacune recevant une zone à explorer méthodiquement. Margaret rejoignit celle qui partait vers les bois. De l'est, là où Sarah avait écrit chercher des bailles et des champignons. Elle connaît ces forêts mieux que quiconque, fit remarquer Doris en écartant les branches basses. Ce qui veut dire qu'elle nous verra arriver bien avant que nous ne la repérions, ajouta Tom. Les heures s'écoulèrent sans résultat. Certains groupes découvrirent des signes d'activité humaine, un abri sommaire. Les restes de petits feux, des sentiers qui ne correspondaient à aucune trace animale. Mais nul ne vit Sarah. Ce fut en fin d'après-midi que Margaret et son équipe tombèrent sur une clairière. 3 pierres brutes y formaient une rangée. Sur chacune, un objet soigneusement déposé, une pipe, un dé à coudre et une balle de baseball. Un cimetière, murmura Martha. Elle a enterré sa famille. Le petit sanctuaire était entretenu avec un soin méticuleux. Des fleurs sauvages fraîchement cueillies ornaient chaque pierre. Un peu plus loin, à demi dissimulées sous des fougères. Une dalle plate portait 3 noms gravés à la main, Thomas, Eleanor et James Callaway. Margaret sentit sa gorge se nouer. Elle s'est occupée d'eux pendant toutes ces années. Lorsque le soleil disparut derrière les arbres, le shérif rappela les équipes. Nul n'avait trouvé Sarah, mais sa présence semblait désormais partout, empreinte dans la terre, trace de pas près du ruisseau. Branche taillée avec précision. Elle nous observe, conclut Wade. Elle reste juste en avance sur nous. Tant qu'elle ne voudra pas être trouvée, nous ne la trouverons pas. Les bénévoles quittèrent la ferme à contre-cœur, promettant de revenir à l'aube. Margaret resta seule sur le porche, regardant les bois se fondre dans la nuit. Tu peux entrer, dit-elle à la pénombre. C'est ta maison aussi. La maison demeura silencieuse. Vers minuit, un grincement fit sursauter Margaret. Elle ouvrit les yeux, tendit l'oreille. Un autre bruit, plus proche. Puis le silence. Sarah ? Appela-t-elle doucement. Pas de réponse. Elle se leva, franchit la porte de sa chambre. Le couloir baignait dans l'obscurité, mais elle sentit une présence. Quelqu'un se tenait là, immobile, dans l'ombre. J'ai lu ton journal, dit Margaret avec douceur. Je comprends pourquoi tu t'es caché. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Un souffle presque imperceptible rompit le silence. Le shérif sait ce qui est arrivé à ta famille. Ce n'était pas ta faute. Tu n'étais qu'une enfant. Le silence s'étira encore. Puis, si faiblement que Margaret faillit ne pas l'entendre, une voix murmura. Pas ici. Ou alors ? La cabane. Demain. Midi vient seul. Avant que Margaret ne puisse répondre, des pas légers s'éloignèrent. La porte du fond se referma doucement. Au matin, elle trouva sur la table de la cuisine un bout de papier couvert d'un dessin à la main, un sentier menant au-delà du petit cimetière, avec une croix marquant l'emplacement d'une cabane. Des empreintes boueuses parsemaient le sol. Quand le shérif Wade arriva pour coordonner les recherches, Margaret lui montra la carte, mais garda pour elle la rencontre nocturne. Laissez-moi y aller seule, insista T.L. Elle l'a demandé expressément. Si vous envoyez des hommes, elle s'enfuira à nouveau. Le shérif hésita, partagé entre le devoir et le bon sens. Cela pourrait être dangereux, avertit-il. Après tant d'années d'isolement, on ignore dans quel état mental elle se trouve. Elle a survécu 40 ans seule, répondit Margaret. Ce n'est pas la folie qui permet ça, mais la force. C'est notre seule chance de l'aider. Finalement, Wade céda. Prenez ceci, dit-il en lui tendant une petite radio. Si vous avez besoin d'aide, signalez-le. Sinon, vous avez jusqu'au coucher du soleil. Margaret glissa l'appareil dans sa poche avec la carte et s'engagea sur le sentier. Chaque pas la rapprochait d'une vérité enfouie. D'une femme dont le destin s'était mystérieusement mêlé au sien. La cabane se fondait dans le décor, presque invisible entre les troncs massifs et la mousse qui recouvrait son toit. Elle aurait pu passer devant sans la remarquer, si un mince filet de fumée ne s'était pas échappé de la cheminée de pierre. Elle s'approcha avec précaution. « Sarah ?» ?»« C'est Margaret » appela T.L. Le silence. Puis le grincement d'une porte.
Une silhouette se découpa dans l'ombre du seuil. C'était une femme menue, au visage marqué par les années. Les cheveux striés de gris tressés en une natte serrée. Ses vêtements mêlaient tissus faits main et habits récupérés. Malgré son apparence fragile, son regard était vif, presque perçant. « Vous vivez dans ma maison ?» dit-elle d'une voix rauque mais assurée. « Oui » répondit Margaret calmement. « Mais je la considère aussi comme la vôtre. » Sarah la dévisagea, méfiante. « Gérald m'a dit que vous l'aviez gagné à une loterie. » « C'est vrai. J'étais sans abri, je vivais dans ma voiture. » Cette révélation sembla la surprendre. « La ville a donné notre ferme à une sans-abri ? » « Le comté en avait la propriété, » expliqua Margaret. Aucun héritier ne s'était jamais présenté. Sarah eut un sourire triste. « J'étais là pourtant. Toujours là. Mais personne ne le savait. » Un silence lourd tomba entre elles. Finalement, Sarah fit un geste vers la cabane. « Entrez. Il y a des choses que vous devez comprendre. » L'intérieur était d'une propreté rigoureuse. Chaque objet semblait avoir sa place. Des étagères taillées grossièrement dans le bois croulaient sous les livres. Un petit poêle à bois diffusait une chaleur douce. Dans un coin, un bureau portait des crayons, des papiers et plusieurs cahiers récents et les nouveaux journaux de Sarah. « Je viens ici quand les tunnels deviennent trop étouffants, » expliqua-t-elle. « Ou quand les hommes du shérif s'intéressent un peu trop à la ferme. »« Ils savent, » murmura Margaret. « Ils savent pour les tunnels, et pour ce qui est arrivé à votre famille. » Sarah hocha lentement la tête. « Tant mieux. Je suis lasse de porter ce fardeau seul. » Elle s'approcha d'un petit coffre de bois, en sortit un paquet enveloppé de tissu, qu'elle défit avec précaution. À l'intérieur, des documents, jaunis mais bien conservés. « Ce n'était pas le seul secret de notre famille, » dit-elle d'une voix basse. Elle tendit un feuillet à Margaret, un certificat de naissance. Le papier, fragile et jauni, portait le nom d'Elena Callaway comme mère, et celui d'une petite fille née en 1972, 6 ans avant la naissance officielle de Sarah. « Le secret de ma mère » murmura Sarah. « La vraie raison pour laquelle nous sommes venus à Millfield. » Margaret leva les yeux, bouleversée. Dans ce document oublié se cachait peut-être la clé de toute l'histoire, un passé effacé. Un enfant disparu, un silence transmis de génération en génération. Et dans la lumière dorée qui filtrait à travers les feuilles, deux femmes, l'une sortie des ombres du passé, l'autre venue du tumulte du monde moderne, se faisaient enfin face. Leur vie, séparée par 4 décennies de douleur et de secrets, venait de se rejoindre dans un souffle de vérité et de compassion. Le nom du père était indiqué comme « inconnu ». Une note manuscrite précisait que l'enfant avait été placé en adoption. « Elena a eu un bébé avant toi », murmura Margaret, levant les yeux vers Sarah. « Ici, à Millfield. » Elle avait 17 ans, expliqua Sarah doucement. Célibataire. Sa famille l'a envoyée ici pour accoucher en secret, loin des regards. Puis elle est retournée à Boston comme si rien ne s'était passé. 6 ans plus tard, elle est revenue, accompagnée de mon père, pour chercher l'enfant qu'elle avait dû abandonner. Margaret sentit son cœur battre plus fort. Et, l'ont-ils retrouvé? Le regard calme de Sarah se planta dans le sien. Oui. L'enfant avait été adopté par un couple du nom de Parker. Le document glissa des doigts engourdis de Margaret. Parker. C'est mon nom. Sarah hocha lentement la tête. Oui. Quand j'ai lu ton nom dans l'article sur la gagnante du tirage au sort pour la ferme, j'ai su que ce n'était pas une coïncidence. Pas avec ton âge, ton visage, et surtout, tes yeux. Ce sont ceux de notre mère. Margaret chancela, s'assit sur la chaise la plus proche. Je savais que j'étais adopté. Mes parents me l'ont dit. Quand j'avais 12 ans, mais ils n'ont jamais évoqué mes origines, ni le lieu de ma naissance. Sarah sortit une lettre du tas de papier devant elle. Notre mère t'a cherché. Elle écrivait chaque année à l'agence d'adoption, le jour de ton anniversaire. Il refusait de lui donner des nouvelles sans ton consentement. Les mains de Margaret tremblaient tandis qu'elle prenait la lettre. Je n'en savais rien. Puis une idée la traversa. Le tirage au sort, gagner la ferme, ce n'était pas le hasard, n'est-ce pas? Non, répondit Sarah.
C'est Gérald qui l'a arrangé. Il siège au conseil municipal depuis des décennies. Quand il a vu ton nom sur le formulaire, il a fait en sorte que ton billet soit tiré. D'une certaine manière, il veillait sur nous deux. Pourquoi ne pas simplement me le dire? Parce qu'il pensait que certaines vérités doivent être découvertes, pas révélées. Et il craignait que tu t'enfuis si on te confrontait trop directement. Il voulait que tu laisses d'abord ton cœur à la terre et à la maison, avant de le lier à moi. Margaret contempla alors sa sœur. Et distingua soudain les ressemblances, la courbe de leurs mains, la même détermination dans le port de tête, le même pli obstiné au coin des lèvres. J'ai été seul si longtemps, murmura Margaret. 3 ans à vivre dans ma voiture, sans famille, sans foyer. Et moi, dit Sarah, j'ai vécu encore plus seul. Sous terre. À regarder la vie continuer au-dessus de moi. Leurs regards se croisèrent. 2 femmes façonnées par la solitude. Découvrant qu'elles n'avaient jamais été vraiment seules. J'ai toujours senti un lien étrange avec cette ville, confia Margaret d'une voix presque inaudible. Comme si quelque chose m'y appelait. Tes parents adoptifs t'ont-ils dit quelque chose de ta mère biologique? Seulement qu'elle était très jeune et qu'elle voulait m'offrir une vie meilleure que celle qu'elle pouvait me donner. Et ils m'ont remis un pendentif, un demi-cœur, pour mes 16 ans. Ils disaient qu'ils m'accompagnaient depuis mon adoption. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Tu l'as encore? Margaret glissa les doigts sous le col de sa chemise et tira une fine chaîne d'argent. À son extrémité pendait un demi-cœur, brisé net, l'arête irrégulière témoignant d'une séparation délibérée. Sarah se leva. Les mains tremblantes. Elle alla chercher une petite boîte en bois sur l'étagère et en sortit une autre chaîne identique. Notre mère portait l'autre moitié tous les jours, dit-elle d'une voix étranglée. Après l'accident, je l'ai retrouvée dans leur chambre. Depuis, je ne l'ai plus quittée. Elles tinrent chacune leur pendentif, les bords dentelés s'emboîtèrent parfaitement. Le cœur reconstitué formait un bijou simple, orné au revers de minuscules initiales gravées, E.C. plus Monsieur C. Elle est la Nena Callaway et Margaret Callaway, expliqua Sarah. Ton nom d'origine. Margaret caressa les lettres du bout des doigts. Ils l'ont changé en Parker. Un rire amer lui échappa. Toutes ces années à errer, à me sentir sans attache, alors qu'en réalité, je venais d'ici. Tu fais partie de cette terre, conclut Sarah doucement. Comme moi, mais d'une autre manière. Elles restèrent silencieuses un moment, mesurant l'ampleur du miracle qui venait de se produire. Et maintenant, demanda Sarah. Le shérif c'est pour moi, pour les tunnels. C'est à toi de décider, répondit Margaret. Tu n'as plus besoin de te cacher. L'accident n'était pas ta faute. Personne ne t'en voudra d'avoir survécu ni d'être resté caché. Sarah détourna le regard vers la porte, tout son corps empreint d'une prudence née de 40 ans d'ombre. Je ne sais pas si je peux vivre là-haut, avec les gens, le bruit. Tu n'as rien à décider tout de suite, dit Margaret avec douceur. La ferme est assez grande pour nous deux. Tu pourrais avoir ton espace. Ton jardin secret. Et puis, j'aurais bien besoin de ton aide, je ne sais rien du travail de la terre. Un mince sourire effleura les lèvres de Sarah. J'ai observé chaque fermier venu ici depuis 40 ans. Je sais ce qui pousse et ce qui ne pousse pas. Alors commençons petit, proposa Margaret. Tu n'as pas besoin de rencontrer tout le monde d'un coup. D'abord le shérif. Pour clore l'enquête. Ensuite Tom et Martha, ceux qui m'ont aidé à comprendre. Et Doris, du café, elle t'aimera tout de suite. Sarah serra la moitié de son pendentif. Et Gérald? Il a toujours su que tu étais en vie. Il m'a fait gagner la ferme parce qu'il a reconnu mon nom. Il nous protégeait à sa manière. Il dépose chaque mois des provisions à la lisière du bois. Confirma Sarah. Il ne m'a jamais parlé. Il laisse les sacs et s'en va. Un homme étrange, dit Margaret. Mais peut-être bon, au fond. Le soleil déclinait. Des rayons dorés filtraient entre les arbres. Bientôt, Margaret devrait retourner à la ferme, où le shérif Wade l'attendait. « Viens-tu avec moi » demanda-t-elle. « Ou as-tu besoin de plus de temps » Sarah regarda autour d'elle. La cabane qui l'avait abritée, la forêt qui l'avait protégée si longtemps.
Puis son regard se posa sur le demi-cœur dans sa paume. « J'ai passé 40 ans à parler aux morts, dit-elle doucement. Peut-être est-il temps de parler aux vivants. » Elle referma les doigts sur le pendentif et hocha la tête. « Je viens. » Mais doucement. Elles quittèrent la cabane, marchant côte à côte à travers le sous-bois. Margaret remarqua la grâce silencieuse de sa sœur, l'agilité d'un être habitué à la forêt. Lorsqu'elles atteignirent la lisière, la ferme apparut, baignée dans la lumière du soir. Sarah s'arrêta, hésitante. « Nous irons à ton rythme, promit Margaret. Et si c'est trop difficile, nous ferons demi-tour. » Sarah inspira profondément. « Ensemble, alors. » Margaret lui tendit la main. Après une courte hésitation, Sarah la prit. Elles restèrent ainsi, au seuil du monde qu'elles s'apprêtaient à reconquérir, chacune tenant la moitié d'un cœur réparé. Sur le porche de la ferme. Une silhouette se leva, le shérif Wade. Fidèle à sa promesse, il avait attendu le retour de Margaret. Lorsque les deux femmes s'avancèrent dans le champ, il demeura immobile, témoin silencieux de la fin d'un mystère qui hantait Millfield depuis 40 ans. « Il nous voit, » murmura Sarah. « Oui, » répondit Margaret. « Pour la première fois, il nous voit toutes les deux. » 6 mois plus tard. L'automne avait peint la ferme de teintes d'ambre et de pourpre. 6 mois avaient suffi pour transformer non seulement le paysage, mais aussi les vies qui s'y étaient enracinées. Margaret se tenait sur le porche, observant un petit groupe rassemblé près du jardin commémoratif qu'elle venait d'inaugurer. 3 pierres blanches formaient un demi-cercle paisible. Sous de jeunes érables. À la demande de Sarah, les restes de Thomas, d'Elenena et du petit James Callaway avaient été retrouvés dans les tunnels effondrés et ensevelis avec dignité sur leur terre. La cérémonie du jour marquait la dédicace officielle du mémorial. Martha Winters et Tom Jenkins se tenaient côte à côte, tête baissée. Doris, la serveuse du café, avait apporté des fleurs d'automne. Le shérif Wade, désormais ami de la famille, se tenait un peu à l'écart, respectueux. Sarah sortit de la maison. Sa transformation était frappante, ses vêtements simples mais neufs. Ses cheveux coupés par les soins tendres de Doris. Son regard restait réservé, mais une lumière nouvelle y brillait. « Ils sont tous venus » murmura Margaret. Sarah hocha la tête. Même Gérald était là, appuyé sur sa canne, le visage creusé par les années. Depuis sa réapparition, il n'avait parlé à Sarah qu'une seule fois, au bord de la source. Personne ne savait ce qu'il s'était dit. Aujourd'hui, il tenait un paquet enveloppé de papier brun. La cérémonie fut brève, mais empreinte d'émotion. Sarah prit la parole, rendant hommage à sa famille disparue d'une voix claire. Seulement troublée par l'émotion. Martha évoqua les décennies de silence et de changement que la ville avait connues. Le shérif déclara officiellement l'affaire Callaway close, mettant fin à une quête commencée par son propre père. Lorsque les invités se rassemblèrent pour partager un café sur la pelouse, Gérald s'approcha des deux sœurs. « Ceci vous revient, » dit-il en tendant le paquet. Sarah l'ouvrit, c'était un acte de propriété. Gérald leur rendait la part du terrain où jaillissait la source. « Le différend sur les droits d'eau se termine aujourd'hui, » dit-il d'une voix rauque. La source n'aurait jamais dû être divisée. Margaret comprit alors que son silence pendant tant d'années venait d'un profond remords, non pour l'accident, mais pour la querelle qui l'avait précédé. « Merci » murmura-t-elle simplement. Gérald hocha la tête et fit demi-tour, mais la voix de Sarah le retint. « Restez prendre un café, Gérald. » L'homme hésita, puis répondit. « Juste une tasse. » L'après-midi se prolongea dans une atmosphère paisible. On parlait d'avenir, Tom suggéra des cultures durables adaptées à l'eau de source. Martha proposa de faire classer la ferme comme site historique, Doris promit d'acheter leurs produits pour son restaurant. Nous voulons aussi créer une réserve naturelle autour de la source. Expliqua Margaret. Un lieu ouvert au public, pour la randonnée, l'observation des oiseaux, et des ateliers éducatifs. Une façon d'honorer ce qui fut perdu en bâtissant quelque chose de vivant. Ajouta Sarah. Au crépuscule, quand les invités furent partis, les deux sœurs marchèrent jusqu'à la limite du domaine. Là se dressait un nouveau panneau de bois, ferme des sœurs Callaway. Gravé d'un petit cœur entre les mots. Margaret contempla les champs, prêts à s'endormir sous la première gelée. Il y a 6 mois,
je vivais dans ma voiture, dit-elle. Et toi, tu vivais sous terre. Regarde-nous maintenant. Sarah sourit un vrai sourire, rare mais sincère. Maman serait heureuse. Elle voulait que ses filles se retrouvent. Elles regagnèrent la maison dont les fenêtres luisaient d'une chaleur douce. Sur le perron, elles s'arrêtèrent pour regarder les premières étoiles. Je fais encore des cauchemars, avoua Sarah. Je rêve d'être piégée, d'entendre la terre s'effondrer. Moi aussi, répondit Margaret. Je me réveille parfois persuadée d'être encore dans ma voiture, avec toute ma vie entassée sur la banquette arrière. Sarah sortit de sa poche la moitié de son pendentif. Margaret fit de même. Comme chaque soir, elles joignirent les deux morceaux, reformant le cœur argenté. Nous sommes chez nous, dit Sarah doucement. Oui, murmura Margaret en regardant. La vieille ferme, leur maison, leur héritage. Enfin, chez nous. La nuit tomba sur la ferme des sœurs Callaway. La porte se referma derrière elles, scellant des décennies de séparation et de douleur. Dans l'obscurité du champ, la source murmurait toujours, son eau miroitant d'éclats dorés sous la lune d'un secret éternel de la terre, confié à celle qui lui appartenait désormais.